Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Vous écoutez Les Jeux du Mois, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus et pour m'accompagner dans cette émission, j'ai retrouvé mon binôme traditionnel, puisque c'est Twin qui va m'accompagner ce soir. Salut Twin. Salut Cyrus. Comment tu vas ? Je vais très bien, je suis très heureux d'entamer ma saison 12 avec toi ce soir. Ah oui, c'est cool. Ça y est, ouais. c'est mon premier enregistrement pour cette nouvelle saison. Voilà, donc on a eu pas mal de binômes différents dans les jeux du mois, et puis là on retombe sur un binôme un peu plus traditionnel, entre guillemets, je disais, ouais. Mais voilà. Eh bien ça me fait bien plaisir de te retrouver. Écoute, je te propose qu'on remercie peut-être les gens qui nous aident à réaliser ce podcast pour commencer. Oui. On va donc remercier les tipeurs. Et donc, pour ça, on va remercier tout d'abord Rexou, Vinzar, Voidry, Julien Nem, Aldébaran, Black Rose, Nico Como, Annie Faniri. Et nous remercions aussi Ludonaute, Deckmoon, Philippe Café des Jeux, Train à Aube, Teuf, Tapis Volant, Psyned, Gaume, GRMI. On remercie aussi le réseau des cafés ludiques pour son soutien financier. Merci également à la Caverne du Gobelin qui est notre partenaire. La Caverne du Gobelin, ce sont 4 boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et très récemment Thionville. Mais c'est surtout une boutique de vente de jeux de société en ligne sur cavernedugobelin.com. Et oui, t'as raison, très récemment Thionville, parce qu'en fait la boutique elle a ouvert aujourd'hui. Précisément, à l'heure où on enregistre, quoi. Bravo, félicitations. Ils se multiplient, c'est normal, ce sont des gobelins. Ouais, ils se multiplient. Ouais. Et là, ils ont fait l'alignement de 4 là, sur la région Lorraine. Ça fait puissance 4 donc, le long de la 31. Ah ouais, ils ont gagné là, c'est bon. Bravo. Alors, est-ce qu'on a eu des commentaires sur la dernière émission où ni toi ni moi n'avons participé ? Donc dans la dernière émission, c'est BenoFX qui présentait Momalin et le Pionfesseur qui faisait donc sa première dans les jeux du mois et qui nous parlait de Under Falling Skies. Et donc il n'y a pas eu énormément de commentaires, hein, ça va décevoir le Pionfesseur, hein, mais bon. Il n'a pas été assez polémique. Ouais, il faut croire. Mais d'ailleurs, il y a une partie des commentaires qui parlait de son approche dans les jeux du mois, puisqu'il a tenté une approche un petit peu différente dans les jeux du mois, peut-être un petit peu moins dans le canevas qu'on se met. Ouais. Voilà, donc c'était plutôt intéressant. Il y a Gerny Lolo qui a bien aimé et Chips qui a moins bien aimé. Ouais. Voilà. Donc pour l'instant, il y a un partout. Et il n'y avait pas assez de commentaires pour faire une majorité dans un sens ou dans un autre. On a eu aussi un petit commentaire de la part de Grégory Igrard qui nous a renseigné sur une question qu'on se posait là sur l'illustrateur de Momalin. Et donc c'était pour préciser qu'il s'agit de Simon Douchy, qui est graphiste chez Blue Orange. C'est lui qui a fait les illustrations de Momalin. Voilà, donc on a enfin la réponse à cette question qui a été posée dans l'épisode. Très bien, bah écoute, on va pouvoir attaquer tout de suite du coup. Très rapidement, ça y est, on est prêt. C'est toi qui attaques ? Oui, alors de mon côté, je vais vous parler de Dune Imperium, et en ce qui te concerne, Twin ? Moi, je vais parler de Le Roi est mort. Très bien, bon alors, il va être question de noblesse et de grandes maisons. Ouais, alors, et de décès. Et de décès, ouais. Très bien, allez, on attaque avec Dune Imperium. C'est parti. Alors, Dune Imperium, donc c'est un jeu de Paul Dennen. Alors, Paul Dennen, vous le connaissez peut-être parce que c'est le papa de Clank. Donc, c'est quand même un jeu qui est pas mal connu maintenant. C'est un jeu, donc, Dune Imperium, c'est un jeu qui est illustré par Clay Brooks, Nate Storm et Raoul Ramos. C'est un jeu qui a été édité par Direwolf, qui est un éditeur américain, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas un très très gros éditeur. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que Paul Dennen est partie prenante en fait chez Direwolf. Je voudrais pas dire trop de bêtises non plus, mais j'ai l'impression qu'il est plus co-auteur en fait dans l'histoire. C'est un jeu qui a été localisé en France par Lucky Duck Games, qui est distribué par Neoludis et qui se joue de 1 à 4 joueurs. Les parties sont annoncées entre 60 et 120 minutes, donc on va dire qu'en gros c'est du 30 minutes par joueur. Donc c'est quand même, on sent tout de suite que c'est le jeu assez costaud quand même.
et c'est recommandé à partir de 13 ans. Le jeu est fabriqué en Chine, et il précise même d'ailleurs sur la boîte que le jeu est fabriqué à Shanghai, figure-toi. Ça me fait un petit peu sourire, je ne sais pas pourquoi cette précision, mais y a-t-il des régions de Chine qui se valent plus que d'autres? Je ne sais pas. Ah. Il y a des fiertés locales, ouais, peut-être. Ouais, bah, je sais pas, peut-être. Bon, bref, voilà. En tout cas, c'est pas courant, on va dire. Alors, le jeu coûte la modique somme de 44,90€ quand même, à la Caverne du Gobelin. Et en ce moment, il n'est pas disponible. Voilà, malheureusement. Voilà, forcément, puisqu'on en parle, il n'est pas dispo. Ouais, bah il en faut toujours un. C'est bien l'histoire. Hein. Et on va voir qu'il n'y en a peut-être pas qu'un. Quel suspense. Donc voilà pour la petite fiche signalétique. On va quand même pas mal parler de l'univers de Dune, du coup, ce soir. Je pense que vous allez vous en douter un petit peu. Moi, ce que je peux vous dire déjà par rapport à mon rapport à Dune, c'est un peu un univers Madeleine de Proust pour moi. Donc, je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a un relationnel aussi avec cet univers. Ouais, il y a de l'affect par rapport à cet univers. Ouais, exactement. Ouais. Moi, c'est un des premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué. C'était vraiment une claque pour moi, le jeu vidéo de 92. Alors, lequel? De 82, pardon. De 82. Les deux. Alors, j'ai joué le premier qui est, je sais pas comment on peut appeler ça, un jeu un peu pas textuel, mais tu sais, ces jeux où tu vas discuter avec des gens, tu vas te balader, et puis il y a des légers côtés de gestion dans le jeu. Voilà, c'est ce jeu-là. C'est un jeu qui avait beaucoup frappé avec notamment son esthétique à l'époque. Ouais, à l'époque, ouais. C'est Cryo, je crois. C'est ça? Oui, il me semble bien, ouais. C'est ça, ouais. Qui avait fait le jeu. Et en fait, j'ai joué aussi au deuxième, qui est... Alors, j'ai découvert qu'ils étaient parus la même année, en fait. C'est les deux jeux. Ouais. Le jeu de stratégie en temps réel. Exactement, ouais. Donc, c'est vraiment il y a vraiment un côté Madeleine de Proust pour moi, quoi. Parce que j'ai eu un premier PC... j'ai joué à Pac-Man et puis après c'était mon parrain, je me rappelle, qui m'a ramené ce jeu et c'est vraiment un des tout premiers jeux auxquels j'ai joué. J'ai aussi vu le film de Lynch de 1984. Alors, toi, je les ai pas joués à ces dates-là. Hein. J'étais un petit peu trop jeune à cette époque-là, mais je les ai joués un peu plus tard. J'ai aussi vu il y a 2 mini-séries qui existent. Une mini-série vraiment sur Dune, le premier tome, on va dire, quoi. Ouais. Qui est réalisé par un réalisateur américain que je ne connais pas, qui n'a pas fait énormément de choses, qui s'appelle John Harrison, en 2000. Et puis il y a une suite, donc Les Enfants de Dune, par un autre réalisateur qui s'appelle Greg Yaitans, je ne sais pas comment ça se prononce, en 2003. Donc voilà, moi j'ai un peu vu tout ça, et là, en grand fan du coup, je suis allé voir le film tout récemment là, de Villeneuve. Mais est-ce que tu as lu les livres aussi, ou quel livre est-ce que tu as lu? Eh ben, écoute, j'ai juste entamé le premier tome de Dune, figure-toi. Parce que, figure-toi que j'ai lu pas mal de SF, mais j'ai jamais lu Dune. Ah, excellent. Donc, t'es rentré dans la franchise par la franchise, quoi, pas par l'œuvre originale. Et ouais, complètement, ouais. C'est fou, hein. Donc voilà, moi, je pense que c'était intéressant peut-être quand même d'en parler. Je sais pas, toi, tu connais cet univers Dune? Oui, moi, je suis rentré par les livres, et effectivement, à peu près le même parcours, hein. Comme je suis un petit peu plus âgé, moi j'ai vu le film de Lynch avant d'avoir la joie de jouer aux 2 jeux vidéo qui ont été très 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 importants aussi moi dans ma carrière de joueur de jeux vidéo. Mm-hmm. J'avais bien apprécié aussi la série télévisée, surtout parce qu'elle était très très fidèle, tant graphiquement que dans la narration, au déroulé des 2 premiers livres. Moi, j'avais pas trop accroché aux séries pour le coup, mais je les ai vues, je pense, trop tard en fait. Il y a un côté un peu cheap quand même dans les séries. Oui. Donc, c'est ça qui m'a un peu ennuyé. Donc Dune Imperium, parce qu'on est là pour parler quand même du jeu, Dune Imperium. Donc c'est un jeu qui va mêler 2 mécaniques principales, qui sont le deck building et le placement d'ouvriers. Et là, ça devrait vous rappeler quelque chose déjà, parce que il se trouve que ma dernière apparition dans cette émission, les jeux du mois, concernait un jeu qui mêlait 2 mécaniques, le deck building et le placement d'ouvriers. Incroyable. Voilà. Et donc c'était Les Ruines perdues de Narak. Donc c'est un jeu qui est sorti l'année dernière aux États-Unis, hein, donc je reviens sur Dune Imperium évidemment, et c'est un jeu qui est d'ores et déjà classé 30e au classement BGG.
quand même assez dingue. Ça, c'est incroyable. Alors même si on sait que ce classement il bouge, je trouve qu'il bouge de plus en plus vite quand même. Mais bon, ça reste quand même une belle performance 30e, quoi. Surtout en moins d'un an du coup. On peut peut-être rapidement parler de la conception du jeu. C'est un jeu donc que Paul Dennen a travaillé déjà depuis quelques années. Il avait voulu faire un deck building en fait dans l'univers de Dune. Alors je sais pas trop comment il a eu la licence et tout ça, il en parle pas dans les articles que j'ai vus. Donc il voulait faire un deck building et puis en fait il s'est rendu compte que il manquait des choses avec ce deck building et il est revenu sur le principe de plateau, ce qu'il avait fait déjà dans Clank finalement. Donc il a voulu amener un plateau et il voulait que notre façon de jouer soit aussi influencée par la façon qu'ont les autres de jouer. Parce que j'y reviendrai, mais l'univers de Dune, c'est aussi de l'intrigue, c'est des conflits entre des maisons, enfin des grandes maisons. Voilà, il y a tout ça. Donc il faut essayer de comprendre ce que les autres font pour anticiper, pour éventuellement les contrer, pour pas se faire avoir. Voilà, il faut éviter les coups de couteau dans le dos, etc., quoi. Donc il avait envie de retrouver ça finalement dans le jeu, quoi. Donc ça en tout cas c'est son intention. Donc on va essayer de regarder un petit peu comment ça se figure. S'il réussit ou pas. Voilà. Alors pour rentrer un petit peu plus dans les détails mécaniques, on va avoir un deck commun, donc comme dans la plupart des deck building. En plus, on va commencer avec 10 cartes, donc rien de plus classique. On va piocher 5 cartes. Et donc, à chaque tour de jeu, on va avoir 5 cartes. Et puis, on va jouer chacun notre tour comme ça. Le jeu est décomposé en 2 phases. Donc, chaque manche, on va dire, est décomposé en 2 phases. Il y a une phase d'action. Et ensuite, il y a une phase de conflit. Dans la phase d'action, c'est là qu'on va jouer nos cartes, qu'on va à la fois faire du placement d'ouvriers du coup et du deck building. La première partie de cette phase d'action, c'est la phase plutôt pose d'ouvriers. C'est-à-dire que du coup, on va, avec une carte, jouer un de nos agents, donc un de nos pions, sur le plateau. On en a 2, comme dans Narak, et on va devoir jouer une carte associé à ce personnage pour le placer à un endroit du plateau. Sur la carte, en fait, il y a des petits symboles et sur le plateau, on va retrouver ces symboles. Et du coup, il faut que j'ai, je sais pas, par exemple, si j'ai un rond, si l'emplacement sur le plateau possède un rond, il faut que sur ma carte, il y ait aussi le rond pour que je puisse envoyer mon agent sur cet endroit-là, quoi. Et faire l'action de la case comme dans un placement d'ouvrier, quoi. Une fois qu'on a fait ça, donc chacun 2 fois en théorie, on va ensuite passer à la phase de révélation. La phase de révélation, on va révéler nos cartes. Et en fait, sur nos cartes, il y a deux éléments. Il y a une première partie, il y a 2 bandeaux, si tu veux. Sur la première partie, il y a une action complémentaire qui va être réalisée donc en phase d'agent. Donc quand je place mon petit bonhomme, je fais l'action de la case et en même temps, je fais la petite action qui est sur la carte. Et en phase révélation, il y a un deuxième bandeau, c'est le tout au bas de la carte. Et là, ça va donner d'autres choses. Ouais. En gros, ça va donner des points d'intrigue, ils appellent ça. C'est ce qui permet d'acheter des nouvelles cartes. Et puis, ça peut donner aussi des points de combat, on va les appeler comme ça. Et là, ça va servir en deuxième phase, qui est donc la phase de conflit, où là, on va se foutre sur la gueule. Voilà. Yes. Et là, en fait, c'est con, c'est un principe de majorité. On a des cubes qui représentent nos troupes. On va toutes positionner au même endroit. Il n'y a pas plusieurs endroits sur le plateau, c'est un endroit. Le conflit, c'est ici que ça se passe. C'est un simple système de majorité. Donc les petits cubes qu'on place dessus, ça vaut 2 points. Et les points de combat qu'on gagne sur les cartes, chaque point, c'est 1 point. Voilà. Et donc en fin de phase de conflit, on va regarder qui a la majorité. Il va gagner une récompense, le deuxième gagne aussi une récompense potentiellement, et ainsi de suite. Voilà. Dans les grandes lignes, voilà comment ça se passe. D'accord. Du coup, ça fait énormément penser à Narak sur les aspects mécaniques. Alors, pour regarder un petit peu ce qui existe avant, je propose de décomposer en 2 parties. Il y a les jeux qui concernent tout l'univers de Dune, et puis il y a les jeux... en fait, on va faire une comparaison avec Narak, quoi, parce que honnêtement, on va voir que les 2 jeux sont des propositions mécaniques vraiment très très proches, mais qui procurent des sensations de jeu très très différentes. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Donc si on regarde ce qui existait précédemment dans l'univers de Dune, en termes de jeu, on a un jeu, donc le tout premier jeu paru dans l'univers de Dune, c'est un jeu de 1979, alors qui est paru en France en 1993 chez Descartes. Je sais pas si toi, tu as peut-être eu l'occasion d'y jouer à celui-là. Oh oui.
Ah, Oui. ah bah c'est bien, tu vas pouvoir nous en parler un peu. Parce que moi, j'ai vu un bout de partie, mais j'y ai pas joué en fait. C'est un jeu très typique de cette époque-là. C'est un Ouais. jeu où, comment dire, c'est de l'époque de Barbe Noire, Civilisation, Full Metal Planet, ce genre de choses. Ah ouais. Donc des jeux très très longs, plutôt destinés à des ados ou à des gens qui font des études, donc qui peuvent se bloquer une partie de la nuit pendant 6 heures pour jouer à un jeu. Ouais. C'est un jeu où en fait aussi on n'avait pas peur de dire c'est un jeu où il faut jouer à 6 et pas à un autre nombre de joueurs. Ouais. Donc chaque joueur contrôle une des 6 grandes factions de l'univers de Dune. Et c'est surtout dans la catégorie des jeux des Dudes on Map, donc les jeux un peu comme Risk où vous avez plein de pions sur une carte qui représente une partie de la planète Dune, et avec énormément de plein de petites règles pour simuler quasiment tout ce qu'il y a dans les bouquins. Donc il y a des gens qui ont des pouvoirs de préscience, alors ils vont pouvoir regarder en avance des cartes aléatoires de ce qui va se passer dans le tour suivant. Il y a des sables qui viennent bouffer aléatoirement. Allez, on a ça. On se bat, on se trahit, on fait des alliances, on change des alliances. C'est un truc assez monstrueux. C'est simulationniste à mort en fait. C'était simulationniste à mort, d'autant plus que donc dès le début de la partie, enfin très rapidement, on fait une alliance par groupe de 2. Et en fait, les alliances sont quasiment, enfin il y a 3 binômes d'alliances qui sont moins pires que les autres alliances. Donc à chaque fois qu'on joue, on fait quasiment tout le temps les mêmes alliances. Et bien entendu, il y en a qui sont asymétriques et qui gagnent plus souvent que les autres, mais c'est pas un problème, c'est comme à diplomatie. Vous savez que les Atreides et les Fremen vont gagner plus souvent que les autres. À vous de vous débrouiller. Donc, avec ça. On sait qu'il faut les taper plus fort. Voilà. Ouais, en tout cas, c'est les échos que j'en avais, quoi. Effectivement, le jeu qu'il faut jouer à 6, qui est très très long, qui est effectivement très simulationniste, etc. Alors, ce jeu a été réédité en 2019 par Gale Force 9. Alors, je crois que là, il est paru en France cette année ou l'année dernière, peut-être en fin d'année dernière, je sais plus. Donc, il y a eu une réédition et il prévoit une version simplifiée du même jeu. Donc, ils vont appeler Dune A Game of Conquest and Diplomacy. Voilà. Et sincèrement, même si j'ai passé beaucoup de temps à y jouer il y a très très longtemps, j'y retournerai pas, quoi. Même pour le plaisir nostalgique, parce qu'on fait mieux maintenant, quoi, et c'est plus possible. Mais du coup, moi, je suis curieux de la version simplifiée, tu vois. C'est vrai que j'avoue que je serais peut-être pas très chaud, enfin, encore que, bon, j'aime bien pour l'expérience ludique, tu vois, j'y jouerais, on me proposerait, je dirais oui, quoi. Mais effectivement, mais en tout cas, ils proposent d'avoir beaucoup simplifié, en tout cas, c'est leur engagement, il n'y a plus que 3 ou 5 tours, il n'y a plus que 4 joueurs max, tout en gardant certains des points saillants de la version précédente, où il faut contrôler des endroits spécifiques de la planète pour gagner, ce genre de choses. Quoi. Bon voilà, bref, du coup, à voir. Et puis il y a eu aussi un jeu de cartes à collectionner dans l'univers de Dune, alors que je connais pas, mais bon, apparemment il y a des aspects aussi de combat entre les... Tu connais toi ? Pas du tout. Non, ouais. Et puis visiblement c'est une licence qui est assez porteuse en ce moment, parce qu'il va y avoir encore un autre jeu, toujours chez Gale Force 9, qui a visiblement décroché la timbale, qui va s'appeler Dune Betrayal, qui a l'air d'être un jeu à rôle caché, de ce que j'ai compris. Ok. Et il y a Portal aussi qui va avoir le droit aussi à la licence, et qui va nous faire un jeu qui va s'appeler Dune House Secrets, et qui est un jeu qui est une adaptation sous licence du coup de détective, un jeu d'enquête moderne, tu sais. Ouais. Ça a l'air assez intriguant. Et il y a aussi un jeu de rôle dont les premières palettes viennent d'arriver ou sont en train d'arriver chez les Pledgers, là, chez Modifius. Ah oui, ok, ouais, j'en avais vaguement entendu parler, c'est vrai, mais j'avoue que c'est effectivement pas un univers que je fréquente beaucoup, donc merci de ce petit apport. Donc en tout cas, c'est une licence qui est bien porteuse en ce moment. Ah ouais, il y a des sous-sous, hein.
Ouais, il y a des sous. Et le film de Villeneuve, en fait, hein, qui est porté par un studio de production qui est Legendary, si je dis pas de bêtises. En tout cas, le logo, du coup, Legendary, et c'est pas commun, hein, il apparaît sur les boîtes de jeux. Donc, c'est-à-dire, en fait, ils ont vraiment voulu placer le producteur du film sur la boîte, quoi. Et l'essentiel des illustrations, d'ailleurs, ça reprend quasiment image pour image des éléments des films, quoi. Ouais, c'est pas c'est pas de la photo, quoi, hein, mais c'est les acteurs des films qui sont repris par des illustrateurs, quoi, enfin qui sont dessinés par des illustrateurs, quoi. Ils ont dessiné leur portrait, vraiment, on reconnaît très bien les acteurs du film. Ouais. Yes. Donc voilà pour l'univers, je reviendrai un petit peu dessus après pour raccrocher tout ça. Et donc je parlais de Narak aussi, qui est un jeu de deck building et de pose d'ouvrier comme du coup Dune Imperium. Alors c'est assez impressionnant parce qu'il y a vraiment beaucoup de points communs. C'est vraiment les deux mécaniques centrales, ce sont la pose d'ouvrier et le deck building. On pourrait peut-être ajouter de la majorité pour Dune Imperium, mais pour moi ça reste quand même une mécanique secondaire. La pose d'ouvrier elle est aussi minimaliste que dans Narak. C'est marrant parce que dans Narak t'as deux explorateurs. Ici tu démarres avec 2 agents, alors éventuellement tu peux en avoir un troisième. Mais c'est pas dit, c'est pas dit que tu fasses ce choix, en tout cas dans la partie. Où t'as vraiment ce côté, tu vois, pouce d'ouvrier qui est un peu radine, comme je disais pour Narak. Et pareil, le deck building, en fait, tu vas pas faire je veux dire, c'est pas, comme c'est pas une seule mécanique centrale et que c'est deux, si tu veux, les deux diluent, si tu veux, le principe de la mécanique, quoi, initiale. Donc tu vas acquérir des cartes. Tu vas éventuellement en tracher certaines, en virer de ton jeu, mais pas autant que si tu joues à Star Realms ou à Ascension, où tu vas acheter des cartes à tous les tours, quoi. Là, c'est pas forcément le cas. Il y a peut-être des tours où tu vas passer cette étape de deck building, quoi. Et ça, c'était pareil dans Narak. Et alors, ce qui est encore plus drôle, c'est que même les mécaniques accessoires, ce qui est à côté, que tu trouvais dans Narak, tu les retrouves dans une Imperium. Oui. T'as de la gestion de ressources. Alors, peut-être sans le côté de transformation qui est un peu plus présent dans Narak. T'as de la course, là pour le coup qui est plus fort dans Dune Imperium. Et t'as du hasard. Alors là, en revanche, on a beaucoup plus dans Dune Imperium. On va en reparler. Voilà, et tu te dis, il y a exactement la même liste d'ingrédients, tu vois. Et tu fais la recette, tu mixes tout ça, tu fous dans le four, et à la fin, c'est pas pareil. C'est pas le même. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Jusqu'à, moi, ce qui m'épate, c'est quand tu te dis, je vais faire de la pose d'ouvrier et du deck building, moi, ce qui me sidère le plus, c'est qu'il y a vraiment eu cette idée limite ergonomique qui a été exactement la même dans Dune Imperium et dans Narak, qui est de dire, pour me poser à un endroit, il faut que j'ai une carte avec un symbole qui correspond. Tu te dis, en fait, les deux auteurs, il y en a 3 en tout, puisque Narak c'est Mine et Elwen, et là on a donc Paul Denen, donc ils sont 3. Enfin, les 3, si tu veux, se sont penchés sur la question, ils sont arrivés à la même réponse. C'est assez fou. Alors que, je vais pas le redire, mais quand j'ai parlé de Narak, j'ai cité d'autres jeux qui faisaient un petit peu ça, et on n'a pas cette même réponse, quoi. Comme je disais, ça n'a rien à voir. Alors, on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail pour voir un peu comment, d'une idée commune, on obtient des choses vraiment très très différentes. Et c'est là que la patte des auteurs va intervenir. En fait, dans Dune Imperium, on va avoir beaucoup plus d'aléatoires. En fait, dans Narak, moi, le reproche que j'avais fait à Narak, c'est que c'était tellement bien designé, il y avait tellement rien qui dépassait, qu'à la fin, en fait, en gros, je m'ennuyais. Et Dune Imperium, on va avoir le côté inverse. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont bien faits, et il y a des trucs qui sont mal faits, mais n'empêche que ça te prend, quoi. Après, c'est assez personnel, hein. Il y a des gens qui ont préféré Narak et d'autres préféraient Dune Imperium, mais j'aimerais essayer de mettre le doigt sur les éléments qui vont faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Je voulais faire juste un lien avec la chronique du Pionfesseur qui parlait justement de la personnalité dans les jeux, et que justement ces points saillants là, souvent c'est ceux dont on va se souvenir, en bien ou en mal, et que quand un jeu est peut-être un petit peu trop léché, on va peut-être lui faire justement ce genre de critique que tu es en train de faire par rapport à Narak, c'est que y a rien qui dépasse, et c'est peut-être
poil trop fade. Et que dans ton analogie, là, on prend les mêmes ingrédients et on met au four, peut-être que là, il y a plus de sel et un petit peu trop d'épices, mais au moins, il y a plus de personnalité dans Dune Imperium, peut-être. De l'épice. Ouais, elle est belle, elle est belle. Parce que bon, on n'a pas détaillé l'univers, mais bon, pour ceux qui ne savent pas, dans Dune, en fait, l'épice, c'est ce qui dirige le monde. C'est mieux que l'argent. C'est la ressource qui permet le voyage à travers l'espace et qui permet de prolonger la vie des gens aussi. Donc c'est le bien le plus précieux qui n'est présent que sur Dune, la fameuse planète dont il est question. Donc ouais, effectivement, on va essayer de regarder un petit peu les ingrédients les ingrédients en plus, en moins, qui font le sel du jeu, qui font les grosses différences. Alors on peut faire un petit focus sur les cartes intrigues. Alors les cartes intrigues, c'est un paquet de cartes qu'on va pouvoir acquérir dans le jeu et qui sont leur nom est pas mal trouvé, hein. Le côté intrigue, c'est quelque chose qui est assez présent dans l'univers de Dune. Et ces cartes-là, en fait, elles vont donner des bonus. Elles vont permettre de faire des trucs, de sortir. Voilà, d'un seul coup, tu sors de ta manche un truc, quoi. C'est vraiment toi, l'analogie, c'est hop, je sors un coup de ma manche, quoi. C'est exactement ça, les cartes intrigues. Et autant, en fait, c'est génial dans le jeu parce que d'un seul coup, pouf, ça crée des rebondissements. Tu crois que typiquement dans les phases de conflit, tu penses que t'es en tête, et puis finalement l'autre il a une carte qui permet de gagner gagner des points de combat, ou tu te dis que l'autre il a dépensé plein d'unités pour rien, et finalement il peut les retirer. Donc tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Et en même temps, des fois tu te retrouves avec des cartes qui servent à rien. Voilà, parce qu'il y a un côté très contextuel aussi à ces cartes-là, et de temps en temps, elles servent à rien. Puis t'as aussi cette impression que les cartes, elles sont un peu déséquilibrées, quoi. Si t'as une carte, elle donne 2 Solaris, c'est la monnaie du jeu, quand t'en as pas besoin, quoi. Hein. Ouais. Voilà. Et puis en plus, c'est pas une somme énorme. Alors que quand t'as un truc qui, pour un épice, tu gagnes 5 points de combat, alors que t'es 2 points derrière, là t'es content, quoi. Et ça, c'est assez symptomatique du jeu, en fait. D'ailleurs, même dans les cartes principales de la partie deck building, il y en a qui sont sacrément... qui en tout cas paraissent très très... il y a des cartes qui paraissent très puissantes, un peu cheatées, ultra puissantes, et qui peuvent probablement aussi donner une mauvaise expérience de jeu à ceux qui les subissent, parce que elles apportent un tel avantage par rapport au coût auquel elles ont été achetées que ça peut être dégoûtant. Ouais. J'ai oublié de te demander, mais tu as joué au jeu ? Ouais, j'ai fait une partie. J'ai fait une partie à 4. Et j'ai pas du tout aimé le fait que un de mes adversaires a pioché une carte qui s'appelle Christ, je crois, et qui gratuitement lui a donné autant d'influence que moi, alors que j'ai dû dépenser plein de trucs pour obtenir la même chose que lui, il avait gratos. Mais ouais, effectivement, il y a des cartes qui paraissent un peu cheatées, qui peuvent aussi aller particulièrement bien dans un deck. Bon, je vais passer les détails, mais bon, il y a en fait, dans Dune, il y a des factions. Chaque joueur va incarner une maison avec un pouvoir spécial, donc il y a une petite asymétrie de départ comme ça. Et il y a des factions qui sont les Fremen, les Bene Gesserit, l'Empereur et la Guilde spatiale. Et donc ces factions-là, en gros, quand on va monter en influence dans ces factions, on va gagner des points, parce que je ne l'ai pas dit, mais en fait c'est un jeu de course. Et le but du jeu, c'est d'obtenir 10 points pour gagner la partie. Et donc, en fait, tu peux faire des decks qui sont un peu orientés sur certaines factions comme ça, et tu vas avoir quelques synergies de cartes qui vont apparaître. Donc effectivement, tu peux avoir un peu de chance de tomber sur des cartes, des synergies que tu as commencé à créer, et puis des fois pas. Parce que le deck building, c'est un principe de rivière, hein, donc c'est ce principe un peu classique qu'on a vu apparaître dans Ascension, si je dis pas de bêtises, ou qu'on peut voir dans Star Realms. Et donc, y a le défaut de ces rivières, hein, c'est que toi, tu prends une carte, le suivant il arrive et il y a une nouvelle carte qui apparaît, voilà, quoi, c'est coup de bol ou coup de pas de bol, quoi. Et puis c'est pareil, il y a un autre aspect aussi sur cette rivière de cartes. Ça, c'est plutôt c'est aussi un défaut du jeu, c'est que au bout d'un moment, il y a des cartes qui peuvent ne pas être très intéressantes, et pour personne en fait dans cette rivière de cartes. Et il n'y a aucun mécanisme pour épurer cette rivière, enfin pour virer des cartes automatiquement, et qu'il y en ait d'autres peut-être plus intéressantes pour tout le monde qui apparaissent. Donc du coup, tu peux te retrouver dans des parties où la rivière elle est plus du tout intéressante, et du coup tu es un petit peu bloqué avec ton deck comme ça.
Alors ça, il y a des gens qui apprécient pas du tout. Moi, je trouve que ça a aussi un intérêt quelque part. Mais bon, voilà quoi. Si ça arrive trop tôt dans la partie, c'est bof bof quoi. Et du coup, il y en a un qui va venir ouvrir le jeu en enlevant une carte potentiellement. Tout le jeu est un petit peu comme ça quoi. Tu vois, il y a des petits trucs un petit peu bancals où tu te dis putain merde, il y aurait pu y avoir un truc tout con comme s'il manquait un petit peu de développement dans le jeu au final. Un autre aspect, tu vois, qui est un peu bizarre, c'est enfin pas bizarre, mais comment dire, qui est aussi ambivalent. Tu vois, c'est que tu peux aller chercher un troisième agent, mais en fait, dans la plupart des jeux de poste d'ouvrier, plus t'as d'ouvriers, on est d'accord, et mieux c'est. Et oui. Ouais. Et là, c'est pas forcément le cas. C'est pas gagné que le troisième agent, ça soit positif, ouais. Ouais, parce que... alors là, il faut se rappeler un petit peu l'explication qui était très sommaire, hein, mais la première phase, donc, c'est je pose mes agents, et donc je joue une carte avec chaque agent. Et la phase qui suit, c'est la phase de révélation. Donc là, je pose mes cartes et je fais l'effet du bas. Donc les cartes que j'ai pas jouées en fait. Et donc ça veut dire que cette phase où je vais révéler, si j'ai joué 3 agents, j'ai déjà joué 3 cartes. Donc potentiellement, j'en ai moins. Évidemment, il y a des effets qui peuvent faire piocher des cartes, etc. Mais, voilà, et du coup, si t'es pas dans un jeu où tu vas piocher des cartes, et c'est pas forcément bien d'aller chercher son troisième agent. Alors ça, c'est intéressant sur l'aspect pose d'ouvrier, parce que du coup, ça perturbe un petit peu les habitudes, donc moi je trouve ça assez cool. Mais en même temps, voilà quoi, tu te dis, en fait, son avantage, est-ce qu'il est vraiment si bien que ça voilà, bon. Oui, pareil, dans les règles, en fait, tu peux ne poser que 0 ou 1 agent aussi, si tu veux, pour ne faire que avoir tous les pouvoirs des cartes, là, dans la phase de révélation. Et pareil, alors j'ai qu'une partie derrière moi, mais j'ai pas vu si c'était tactiquement quelque chose qui valait le coup, quoi, de passer un tour sans faire la partie phase d'ouvrier. Ouais, c'est très circonstanciel, en fait. C'est très circonstanciel. Mais en fait, moi, je trouve ça intéressant pour le coup que ce soit possible, tu vois. Tout à fait. Après, est-ce que ça s'exprime beaucoup dans le jeu ? Non, clairement non. J'ai pas fait 10 parties, mais je l'ai très peu vu. Je l'ai vu dans la dernière partie que j'ai faite, je l'ai vu. Et en plus, la personne a fait une sorte de all-in. Du coup, en jouant pas ses agents, en allant chercher du coup comme ça une carte qui donne des points. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon bref, il y a des cartes qui donnent des points. Ouais. Et du coup, ça lui a permis d'arriver aux 10 points. Sauf que, en fait, du coup, il s'est fait dépasser par un autre joueur qui arrivait à 11 points. Quoi. Voilà. Donc voilà, mais en même temps, c'était un coup de poker, donc j'ai trouvé ça plutôt cool quoi, qu'il le fasse dans la partie. C'était à tenter. Quoi. Donc, voilà. Et justement, ce truc-là, je pense qu'en même temps, il contrebalance un petit peu ce côté où si t'es dans les premiers à jouer dans un tour et que la rivière, du coup, elle est en l'état, peut-être qu'il y a une carte qui a été révélée au tour d'avant qui est super intéressante, soit t'es premier et du coup tu te dis j'ai peut-être une chance de faire quand même un tour et de pouvoir la récupérer au tour d'après, de faire une pause d'agent, et si t'es un petit peu dans la fin, tu te dis peut-être qu'il faut que j'y aille quoi, comme ça ça te donnera peut-être un avantage stratégique sur la suite de la partie. Tu vois, ça propose quand même des choses et je trouve ça plutôt intéressant au final, même si c'est hyper circonstanciel et voilà. Et puis t'as des trucs qui sont pas hyper élégants. C'est pas autant que le Dune de 79, tu vois, où ils ont voulu tout faire, mais on voit que Paul Dennen a voulu quand même placer plusieurs choses dans le jeu. Tu vois, il y a les conflits, et dans les conflits, tu peux gagner une position, par exemple, sur le plateau, qui va donner un micro bonus si quelqu'un vient ensuite sur cette case-là. En gros, c'est une case d'action et c'est toi qui la contrôles quelque part. Oui. Tu vois, et du coup, tu gagnes un Solari, tu gagnes une bricole, quoi. Et du coup, ça aussi, c'est hyper circonstanciel, quoi. Moi, ça m'est arrivé une fois sur toutes mes parties que quelqu'un gagne un bonus avec cette case, quoi, tu vois. Et en fait, il a pris la position sur un tour d'avant, donc ça se fait dans les conflits. Et puis après, il avait cette position, mais bon, en fait, voilà, quoi. Et du coup, d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y a une règle que depuis, j'avais oubliée, qui est que si jamais ce truc-là retombe dans un conflit, la même position, t'as un avantage stratégique, je sais pas quoi, du coup je me rappelle même pas la règle, faudra que je la relise, mais voilà, donc du coup tu vois, ça fait des trucs pas très très élégants parce que c'est des points de règle dont tu te rappelles pas, donc t'es sûr de les planter, voilà. C'est pareil, il y a plein de trucs, il y a vraiment beaucoup de chrome comme ça, il y a par exemple sur les cartes aussi, alors que tout est symbolisé,
il y a une micro-mécanique là, du lien Fremen. En fait, elle est écrite, et celle-là, elle n'a pas de symbole. Alors, du coup, on se pose des questions sur comment est-ce qu'ils s'en sortent pour localiser et tout. C'est un peu le bazar. Et c'est pareil, ça pose plus de questions, j'ai trouvé, que ça a apporté de plaisir ludique. Ah ouais, c'est ça. Alors du coup, là, je me rends compte, tu vois, qu'on a parlé, on a cité quasiment que des défauts, quoi. Bienvenue dans les jeux du mois. Et ouais, on a cité quasiment que des défauts. Et alors que Narak, j'avais cité que des qualités. Et à la fin, j'ai dit, ouais, bof, quoi. Et Dune, là, j'ai cité que des défauts. Mais en fait, tous ces défauts, je les adore. C'est un truc de dingue. En fait, quand je fais une partie de Dune Imperium, moi, je suis tendu du début à la fin. C'est un truc de dingue. On a fait la première partie. J'ai fait au bout du premier tour, je fais ok, je crois que je vais adorer. J'étais tendu comme un string sur ma chaise. Je fais mais tu sais, t'es tout le temps en train de te dire est-ce que mon coup va passer, est-ce que l'autre va pas me prendre ma case, alors que dans Narak j'avais l'impression que toi mes cases je pouvais aller finalement où je voulais quasiment. Là j'ai toujours l'impression que quelqu'un, tu sais, c'est cette espèce de suspicion de dire putain il y a quelqu'un qui va me piquer ma case quoi. Ça ou tes cartes ou moi je me lance dans des conflits. Alors faut savoir que j'ai gagné une seule partie. C'est la seule partie que j'ai joué à deux. Toutes les autres parties, je les ai perdues. Je me fais tout le temps rouler dessus sur les conflits. À chaque fois que je m'investis dans un conflit, je me fais avoir. Enfin bref, c'est... Donc il y a peut-être aussi du côté où je suis nul et du coup ça crée de la tension. J'en sais rien, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, quoi. C'est régulièrement surpris. Tu vois, tu pestes parce que tes plans qui se font casser par les autres. T'as ces fameuses cartes intrigues qui aussi sont du côté où tu te fais surprendre, mais aussi du côté où tu arrives à surprendre les autres de temps en temps. Et du coup, là, t'es content. Mm-hmm. Et voilà, enfin moi je sais pas, ça me fait triper en fait quoi. Tu vois, j'ai vraiment Narak, j'ai trouvé ça plat, et là j'ai trouvé que il y a vraiment du relief en fait dans le jeu quoi. T'es ballotté à gauche à droite. Ouais, il y a du hasard, c'est random. Ça demande de l'investissement malgré tout, mais je trouve en fait que le jeu te rend te fait passer un bon moment en fait quoi. C'est-à-dire qu'à la fin tu fais ouais ok c'était cool. Moi en fait comme je t'ai dit j'ai quasiment perdu toutes mes parties, mais à la fin j'ai fait ouais c'était trop bien quoi. Roulez-moi encore dessus, c'est trop bien. J'ai lu des critiques par rapport au thème et du coup ça j'ai un truc, j'y ai beaucoup réfléchi. Je dis est-ce que Dune Imperium colle au thème ou pas. D'accord. Et alors je suis pas sûr d'avoir une vraie réponse, mais je sais pas toi ce que t'en penses, du coup toi qui as l'air de bien connaître aussi l'univers de Dune. Pour toi c'est quoi l'univers de Dune? C'est un petit peu ce qu'on s'est dit à la fin de notre première partie, c'est que il y a des marqueurs et on s'est demandé est-ce que c'est pas plutôt le thème de ce jeu, est-ce que c'est pas plutôt le film de Denis Villeneuve que le bouquin de Frank Herbert. Parce que notamment dans ce jeu-là, il n'y a pas de verre. Alors que c'est un élément très important d'univers. Les vers, en fait, ils y sont même pas. Alors que c'est un truc... quand on les voit, c'est une expérience mystique. Ça peut détruire des armées entières. Ça produit l'épice. Donc, il y a plein de questions qui se posent. Tout ça. Il y a des clins d'œil quand même, il y a des trucs quand même. Parce qu'il y a la carte de chevaucheur de verre, il y a quand même des trucs. Qui est forte en plus. Qui est forte. C'est pas faux. Et du coup, tu vois, c'est plus vraiment le premier film peut-être. En fait, tu vois, je suis pas d'accord avec toi parce que justement, il y a des personnages qui n'y sont pas dans le film. Et d'ailleurs, je me demande du coup si c'est les vrais acteurs parce qu'en fait, on sait pas puisqu'on les voit pas. Tu vois ? Ouais, c'est une question qu'on s'est posée parce qu'on y a joué en juillet, et donc le film n'était pas encore sorti. Ah oui, du coup. Mais qu'effectivement, ça collait pas avec ce qu'on avait en tête de l'expérience littéraire. Ouais. Et que du coup, voilà, c'était un petit peu la question de, c'est plus des espèces de clins d'œil ou c'est pour faire marcher la franchise avec tous les jeux qui vont sortir autour de cette grosse machine cinématographique. Et que du coup, l'élément littéraire était peut-être, moins une inspiration directe pour ce jeu-là. Et donc du coup, tu réponds à cette question, c'est pas forcément vrai parce que il y a des éléments du jeu qui sont pas dans le film. Ok. Ouais.
Et Ça fait encore un point négatif en plus. bah, ça dépend. Du coup, ça veut peut-être dire aussi qu'ils ont travaillé par rapport à la suite prévue du film, même si soi-disant elle n'est pas prévue, mais bon. Enfin, quand tu dis que tu vas faire une première partie, c'est que tu comptes quand même bien faire la deuxième, quoi. Ouais, ça c'est sûr. En fait, je trouve que c'est hyper dur de savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment dans l'univers de Dune, parce qu'il y a plein de trucs en fait dans cet univers. Il y a vraiment plein de trucs. Du coup, quelque part, il faut se focaliser sur quelque chose. Alors, clairement, je pense qu'il y a du fan service sur l'aspect, tu vois, les cartes. Les cartes, tu vas voir tous les personnages qui vont y passer, enfin, les personnages secondaires, avec les petits effets qui vont bien, qui collent, les trucs emblématiques, genre l'ornithoptère, t'as la moissonneuse, t'as tout, quoi. T'as le chevaucheur de verre, t'as vraiment, tu vois bien que, toi, tu parlais du Christ tout à l'heure. Enfin, c'est vraiment les trucs emblématiques, voilà. Donc là-dessus, il fait les sans faute, quoi. Pour moi, c'est la base, c'était le minimum, il fallait le faire. Ce que je trouve intéressant, c'est que par rapport, tu vois, aux autres jeux, tu n'incarnes pas une des factions, justement. Tu n'incarnes pas les Fremen ou non, ceux-là, c'est des factions qui sont justement les factions pour lesquelles les maisons quelque part se battent, quoi. Parce que c'est des factions qui sont très influentes, justement, et qui sont des outils finalement pour ces maisons. Ouais, ils sont passifs. Ça c'est bien fait, parce que c'est vraiment tu vois, c'est vraiment effectivement c'est fait comme ça dans le jeu. Je trouve que même le placement d'ouvriers, la façon dont c'est traité, autant dans Narak, tu vois, on comprend que c'est oui, il faut des véhicules pour aller à un endroit, machin truc. Là, quelque part, c'est tu envoies un de tes agents, donc c'est un membre de ta famille, on va dire, tu vois, de ta maison, que tu envoies. Et en fait, tu vas l'envoyer avec soit un outil, soit quelque chose, soit quelqu'un à un endroit pour faire quelque chose. Comme si c'était quelque chose pour l'aider dans sa mission, tu vois. Et donc, ce côté, même ce côté deck building, pour une fois, je trouve que limite, moi je trouve que les deck building, si tu veux, c'est jamais thématique. Mais en fait, là, je trouve que ça marche parce que tu vas effectivement recruter par ton influence, etc. Tu vas faire en sorte que des gens se joignent à toi, que tu obtiennes de nouveaux moyens, etc. Et donc, je trouve que ça marche. Au même niveau que Narak, au final. Hein. Ouais, pas plus, pas moins, je dirais. Oui, ou que Clank, en fait. Ou que Clank, ou que Clank. Ouais, sauf que Clank, tu vois, t'es déjà un peu dans les tunnels, donc c'est un peu bizarre, quoi. Alors que là, tu exerces ta sphère d'influence à un niveau où personne n'est, en fait, tu vois, juste t'envoies des gens. Donc Clank, tu vois, je trouve qu'il est dissonant là-dessus. Mais bon, bref. Okay. Et après, t'as ces histoires de conflits, c'est un truc que tu retrouves finalement dans tous les jeux de Dune. Où à un moment, faut se foutre sur la gueule, tu vois. Et là t'as l'impression que ça a été mis aussi là parce que limite c'est plus le canon, tu vois, des jeux que le canon de l'univers, limite, je trouve, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, mais comme si par exemple, tu vois, Cthulhu, l'univers de Cthulhu, moi je trouve qu'en fait les jeux s'inspirent plus finalement de l'univers de Cthulhu des autres jeux que vraiment de Cthulhu même, l'univers de Cthulhu de Lovecraft, tu vois. J'ai l'impression que c'est plus par ricochet que des fois t'as des influences comme ça. Et je pense que la partie conflit, c'est plus ça dans une Imperium. Ouais, parce qu'en plus là, le conflit, c'est s'il y a 4 joueurs, tout le monde va au milieu, tout le monde tire sur tout le monde, tout le monde meurt d'ailleurs, et puis et puis voilà, donc c'est pas très logique, quoi. Ouais, ça c'est pas, voilà. Bon, ça c'est la partie que je trouve pas forcément bien raccord, mais au final, en tout cas, enfin moi j'ai beaucoup entendu, ça a rien à voir avec l'univers, machin truc, mais en fait je pense que c'est juste des aspects de cet univers, ces aspects intrigue entre les maisons, qui est plutôt finalement qui est un peu méta, qui est au-dessus de l'histoire finalement. Oui. Dans l'histoire de Dune, finalement, quand tu lis, il y a des personnages, tu vois, c'est vraiment auprès de certains personnages, en particulier de Paul Atreides, et du coup, t'as une impression finalement peut-être plus humaine dans le roman ou dans le film. Et là, effectivement, t'as pas ce côté humain en fait que tu peux avoir dans ce roman de science-fiction et dans les films. Mais c'est plus méta. Et là, en fait, c'est là qu'il faut se raccrocher au nom du jeu. Parce que c'est bien Dune Imperium, c'est l'Empire de Dune. Donc c'est bien, je veux dire, en tout cas ils ont bien choisi le titre. Le titre dit bien qu'on va explorer l'univers de Dune au sens l'Empire et les intrigues qui gouvernent cet empire, quoi. D'accord. Donc moi je trouve que finalement il s'en sort pas si mal, quoi.
Voilà. Bah, après, qu'est-ce qu'on peut dire juste pour conclure rapidement, peut-être juste pour donner quelques éléments quand même. C'est un jeu qui est long. Oui. Faut le savoir. C'est la première partie. Faut compter 3 heures avec l'explication des règles, je pense, à 4. C'est un jeu qu'il faut jouer à 3 ou à 4. Il faut pas jouer à 2 ou à 1. C'est pas fait pour. Enfin, il y a des règles pour, mais franchement, enfin, moi j'ai essayé à 2, mais J'avais l'impression qu'il y avait trop de place pour le placement d'ouvriers, pour la partie placement d'ouvriers, si on joue que à 2, peut-être même à 3. Hein. bah, en fait, il y a pas. En fait, l'adaptation pour jouer à 2, c'est que tu joues une famille fantôme qui vient se placer à certains endroits du plateau Ouais. de façon. Voilà, tu tires une carte en fait qui dit ils vont là, quoi. Et puis ils peuvent monter dans la force pour le conflit, quoi. Et ouais, c'est hyper artificiel. Et puis, ben, c'est le hasard. T'es pas en train d'essayer de deviner ce que l'autre il peut faire, quoi. Donc, voilà, ça peut être en même temps frustrant parce que tu peux te faire piquer des endroits que peut-être normalement les autres joueurs pourraient. Enfin, sur lesquels les autres joueurs pourraient peut-être pas aller. Et puis, des fois, ben, t'as complètement quartier libre, tu vois. D'accord. Donc, pour moi, c'est vraiment pas. Enfin, c'est vraiment pas à jouer à 2, quoi. Solo, je joue pas solo, donc je peux pas vraiment me prononcer, mais des retours que j'ai lus, bon, ça avait pas l'air terrible. J'avais peur à 3. Et finalement, alors j'ai fait qu'une seule partie à 3, j'ai déjà eu du mal d'en faire une. Mais je voulais absolument en faire une, donc finalement, j'ai quand même senti la tension du jeu, etc. Et je me suis fait rouler dessus. Un autre truc intéressant quand même, donc bah, bref, tout ça pour dire jouer à 3 ou 4. Voilà. Si vraiment vous voulez un jeu, si mécaniquement vous voulez un jeu de pose d'ouvrier et de deck building, vous voulez jouer à 2, c'est vraiment pas la peine d'aller sur Dune, il faut aller éventuellement sur Narak. Mais encore une fois, c'est pas du tout les mêmes sentiments de jeu. Ce qui est cool avec Dune Imperium, c'est qu'ils ont une application Direwolf, je crois qu'elle s'appelle Direwolf Digital ou Direwolf Companion, je sais plus. En tout cas, ils ont une application qui propose des espèces d'extensions en fait. Alors, si vraiment vous voulez jouer à 2, il y a la maison à Gal, là, le deck de la maison fantôme là, qui peut être géré par l'appli. D'ailleurs, petite anecdote là-dessus. Dans le deck qui se trouve dans l'application, il y a une carte en plus. Qui est une carte qui permet de virer des cartes de la rivière. Ah. Tu te rappelles le coup de tout à l'heure? Ouais. Et ben cette carte-là, elle est pas dans la boîte et elle est dans l'application. Donc comme quoi peut-être ils ont eu des retours sur ces aspects-là et puis voilà. Donc du coup cette carte elle peut arriver une ou deux fois dans la partie. Enfin j'en sais rien. Nous on est tombé dessus en tout cas. Et puis il y a aussi donc dans cette application-là il y a un autre mode de jeu qu'ils appellent le mode éclaireur d'Arakin, qui est un mode qui rajoute des événements. Donc ça rajoute encore du hasard, du random dans le truc. Il se passe encore des trucs dans tous les sens. Ça va dans le canon du jeu. Donc moi j'ai pas essayé, mais bon, peut-être à l'occasion, tu vois, pourquoi pas pour faire une partie. Ça va te proposer de faire des trucs en plus, ça va te proposer des espèces de missions, des machins comme ça, quoi, qui vont faire des bonus. En gros, c'est par exemple ce tour-ci, si tu vas sur telle case, tu auras un bonus, quoi. Voilà. Donc du coup, tout le monde a envie d'y aller, quoi. Enfin, j'imagine, parce que j'ai pas essayé. Et il y a un mode Blitz. Alors j'ai dit que c'était long le jeu. Et ils proposent un mode Blitz donc qui est censé être plus court. Alors encore une fois, je l'ai pas essayé, mais celui-là, j'aimerais vraiment beaucoup l'essayer. Déjà parce qu'il y a un truc. Et alors là, il faut que je raconte une anecdote. Et j'étais sur le cul du coup. C'est que quand on a fait notre première partie avec Lana, Drew et Dany. En fait, on a fait reset à la fin de du premier tour parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait merdé un truc. On avait mal mis en place les cartes au début. Et il y a des cartes, c'est un peu comme dans tous les jeux de deck building, tu as des cartes standards, là, elles sont mises là, tu peux les acheter tout le temps. Ouais. Et surtout, en fait, ce qu'ils avaient fait en préparant le jeu, ils avaient mélangé toutes les cartes et puis ils les avaient distribuées au hasard. Et là, j'ai fait, putain, au début, tu sais, ils me donnent ça et tout. Je me dis, putain, mais c'est génial, c'est trop bien. D'entrée de jeu, on a des cartes au hasard au début. C'est un truc de dingue. Tu vois, je me dis, putain, c'est génial. Et là, douche froide, du coup, après, quand on s'est rendu compte qu'on s'était planté. Et figure-toi que dans le mode Blitz, en fait, ce qu'il te propose, alors c'est pas exactement ça, parce que ce serait complètement pété, hein, faut être honnête. Les cartes sont pas du tout équilibrées, donc ce serait pété. Mais en fait, ce qu'il te propose, c'est que tu peux piocher un certain nombre de cartes. Je crois que t'en pioches 7. Et parmi ces cartes-là, tu peux choisir d'en garder pour une valeur d'intrigue, d'influence, de 7.
D'accord. Et tu vas échanger avec des cartes de ta main standard. Et tout le monde voit les cartes que tu mets dans ton deck de départ, du coup, quoi. Et ça m'a l'air quand même pas mal, quoi. Si ça marche, ouais, parce que Bah, il y a je pas pense, beaucoup de après, deck building qui ont ce genre de mais ouais, mais en fait, je te d'éléments. dis, ouais, et du coup, alors, j'étais un peu déçu parce que j'étais limite à me dire, putain, il faut que je fasse un jeu comme ça, tu vois. Alors que bon, moi, je rien à foutre de faire des jeux, mais et tu vois, et du coup, je fais, ah bah merde, Paul Denan, il y a pensé. Voilà. Voilà, Ce qui c'est pour la renforce petite anecdote. encore peut-être cette question de est-ce qu'ils sont allés au bout de leur développement, quoi. Oui, mais voilà, ouais, c'est ça, alors exactement. Ouais. Parce que Alors, tu rajoutes des événements avec des petites missions, on n'est pas trop ouais. sûr de est-ce qu'à 2 joueurs ça tient ou on sait juste un petit peu de matériel pour pas écrire sur la boîte 3 à 4 joueurs uniquement. Ouais. Et là, t'as un mode où tu peux potentiellement enlever 30 minutes d'un jeu où effectivement il y a peut-être 30 minutes de trop, quoi. Ouais. Ouais. Et ouais, bah ouais, effectivement. Non, mais tu mets le doigt sur le truc, effectivement. En tout cas, nous, ça a été mon impression, hein, c'est que pour un jeu à franchise, alors je repars parce que moi j'emporte un petit peu la responsabilité. Là, j'ai commencé à parler avec des jeux à franchise avec Harry Potter Hogwarts Battle l'année dernière, et que maintenant les jeux à franchise, il y en a partout tout le temps, et qu'on peut se poser la question de est-ce que ça vaut le coup à chaque fois. Par exemple, Lords of Waterdeep. C'est un jeu de pose d'ouvrier, à franchise du monde de Donjons et Dragons. Ouais. Il est extrêmement solide. Il est très très fort sur tout ce qu'il propose. Il a la mécanique de quand je construis un bâtiment, si quelqu'un l'utilise plus tard, je gagne une petite taxe. Et par contre là, cette taxe, elle fait vraiment mal à ceux qui me la payent. Et donc ça marche. Il y a une rétention par rapport à ça. Et des Lords of Waterdeep, là, quand j'y ai joué la première fois, ça m'a mis une sacrée claque. Et là, j'avais envie de l'aimer, hein, ce Dune Imperium, et j'ai pas encore, j'ai pas reçu la claque. Alors peut-être que l'extension corrige certains trucs, ou peut-être qu'effectivement, avec le Blitz, le truc, le machin, et des corrections qui viendront au fur et à mesure, peut-être que j'aurai enfin la claque que je mérite. Mais je l'ai pas encore eu, quoi. Je suis pas comme toi, j'ai pas eu la même chance que toi. Ouais. Alors à savoir aussi qu'il y a une extension qui est en cours, qui est parue aux États-Unis ou qui est en cours, je sais plus, j'ai un doute d'un coup. Je crois qu'elle est... Ouais, je sais pas. Qui s'appelle Dune Imperium Rise of X, et qui va changer une partie du plateau, je crois, et ajouter quelques classes supplémentaires, puis va ajouter aussi des cartes. Voilà, il y a des nouveaux effets, ce genre de choses. Bon voilà, je suis pas sûr que ce soit le truc indispensable. Tu vois, typiquement là dans tout ce tas-là, vraiment le mode Blitz, il me titille, quoi. Faut vraiment que j'arrive à trouver l'occasion d'essayer ça. Surtout si effectivement ça raccourcit un petit peu le jeu. Parce que bon, vous aurez compris que moi j'ai vraiment adoré le jeu. Son défaut principal, c'est que c'est quand même long. Après il y a du hasard, etc. Mais on sait dans quoi on met les pieds. Maintenant vous êtes prévenus. Il va se passer des trucs dedans. Vos plans, ça va mal se passer. Et voilà, c'est comme ça. Moi, ce que j'ai trouvé aussi cool là-dedans, c'est que le jeu casse des codes. Tu vois, ce côté jeu de gestion en apparence, avec du deck building, de la pose d'ouvrier. Donc, toi, on est dans des jeux normalement où ça se calcule quand même pas mal. Et ben là, on a vraiment une proposition qui est extrême. Qui est extrême dans les aspects d'aléas, de rebondissement, etc., quoi. Et puis, toi, même ce truc qui est peut-être anecdotique, mais ce côté où tu peux ajouter un ouvrier, ben ouais, mais attention, méfie-toi, c'est peut-être pas une bonne idée, quoi. Je trouve que c'est assez cool. Le jeu a peut-être aussi un petit défaut qui est de peut-être, alors là j'ai pas encore assez de parties, je pense à mon actif, peut-être un poil scripté dans le sens où les conflits ont l'air quand même d'être vraiment importants. Je pense que c'est compliqué de gagner sans gagner des conflits. Oui. Je pense que l'idée vraiment de Denan là-dedans, c'est de dire ok, il faut que vous soyez au bon endroit au bon moment. Tu vois, c'est vraiment c'est ce conflit-là, il faut bien doser pour pas aller mettre ses forces en trop en des conflits qu'on va perdre d'avance. C'est un peu ça l'idée de Dune. Et à côté, il y a quand même des points qu'on va glaner à gauche à droite, mais il y en a pas énormément, quoi. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que
j'ai quand même retrouvé la patte de Denon en fait là-dedans. Donc Denon, on l'a dit, c'est le papa de Clank. Il a pas fait beaucoup d'autres jeux, hein, mais Clank, c'est toute une série de jeux. Il y a Clank in Space, il y a plein d'extensions dans les deux. Maintenant, il y a le Clank Legacy. Et puis, il a fait aussi un autre jeu à côté qui est Eternal, qui est un jeu de plus d'affrontements, un peu à la Hearthstone, ce genre de truc, quoi. Qui est à la fois en démat et en... Mais je crois que c'est pas exactement les mêmes jeux. Enfin bref. Donc celui-là, je le connais pas trop. En tout cas, on voit bien que c'est, si tu veux, c'est le côté, on a d'un côté Narak avec la pose d'ouvrier et le deck building un peu à l'européenne, un petit peu, tu vois, dans ce côté très policé, très bien cadré, etc. Et de l'autre côté, on a Paul Denon avec une patte plus à l'américaine, avec des gros clichés, évidemment, c'est des gros clichés ce que je dis, hein, mais avec quelque chose d'un peu plus foutraque, avec peut-être un développement qui n'est pas allé au bout. Et c'est pour ça que je disais que je crois qu'il est partie prenante chez l'éditeur, ça explique peut-être aussi des choses, tu vois. Mais ce qui est cool, c'est qu'on, tu vois, on est face à un auteur qui, malgré ce peu de jeux, tu vois, on sent déjà qu'il y a une patte chez cet auteur-là, et moi je trouve ça assez intéressant. On a ce plateau là avec ce deck building qu'on retrouve aussi dans Clank. On a notre façon de jouer qui est influencée par les autres, parce que tu vas vraiment devoir regarder ce que les autres font, avec les pistes d'influence. Moi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais les pistes d'influence sur lesquelles il y a des intérêts à passer devant les autres, les conflits sur lesquels il faut regarder pour être premier. Il y a un certain nombre de cases qui permettent d'aller sur les conflits, donc là aussi, il peut y avoir... tu vois, il faut surveiller ce que font les autres pour pas se faire bloquer les cases sur lesquelles nous, on peut aller. Puis c'est un jeu avec du rebondissement, du suspense, t'as des surprises, c'est une proposition qui va dans ce sens-là, quoi. C'est une proposition qui fait qu'on va ressentir ce genre d'émotion dans le jeu. Et voilà, et donc moi ça m'a séduit en tout cas. Et je te souhaite du coup de recevoir cette claque dans une future partie, si c'est possible. Peut-être que tu es plus amateur, tu es peut-être plus Narak que Dune Imperium. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Voilà, je vais juste refaire la fiche analytique rapidement. Donc c'était Dune Imperium, donc un jeu de Paul Denon, illustré par Clay Brooks, Nate Storm et Raoul Ramos. C'est un jeu édité par Dire Wolf, localisé par Lucky Duck Game. D'ailleurs, au passage, leur logo, il est vraiment très discret, hein. C'est vraiment, tu le vois juste au dos de la boîte. Il est en blanc sur le fond un peu foncé, hein. Ils ont dû serrer la vis au niveau de... J'imagine, ouais. Ouais. Donc c'est distribué par Neoludis. C'est un jeu qui joue de 1 à 4, mais il faut jouer de 3 à 4. Il faut compter 30 minutes par joueur. 10 à partir de 13 ans. C'est fabriqué en Chine et c'est à 44,90€ à la caverne du Gobelin quand ce sera de retour en stock. Voilà. Écoute, je vais te repasser la parole pour nous parler du roi est mort. Enfin, le roi est mort, que se passe-t-il? Le roi est mort, et ouais. C'est terrible. On en est encore dans des histoires de conflits, de maisons, de gens très très riches qui essayent de mettre la main sur le pouvoir. Alors, le roi est mort. Je vais commencer moi aussi par la petite fiche signalétique. Le roi est mort, donc c'est une version française d'un jeu qui s'appelle The King is Dead, la 2e édition. C'est un jeu de Per Sylvester, c'est illustré par Benoît Billon. L'éditeur de la version originale, c'est Osprey Games, c'est édité en français sous licence par Ori Games. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs et c'est proposé à partir de 14 ans pour des parties calibrées de 30 à 45 minutes. C'est un jeu qui est fabriqué en Chine. Il est vendu aux alentours de 25€ chez notre partenaire, mais il n'est pas encore disponible. Et oui, et donc le jeu en anglais existe bien sûr. La version arrive mi-octobre, donc c'est comme pour Blitzkrieg dont j'avais parlé l'année dernière. Ouais. Je prends un petit peu d'avance sur la version française. Alors du coup, de quoi il s'agit? Alors parce que moi j'ai juste vu quelques trucs passer sur Twitter, mais j'ai juste cru comprendre que c'était un jeu de majorité. Tu veux nous dire tout ça? Effectivement, c'est un jeu de majorité. Peut-être que tu as vu aussi les illustrations, parce que... donc effectivement, Le Roi est mort, c'est une seconde édition d'un jeu qui est sorti en 2015, du même auteur, Per Sylvester. Alors Per Sylvester, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs jeux qu'on peut caractériser
comme étant avec un thème historique très très fort et qui favorise surtout la confrontation directe. Donc il a fait un jeu sur la fin du communisme dans les deux Allemagnes, Wir sind das Volk. C'est lui aussi qui a fait le jeu The Lost Expedition, par exemple, et d'autres jeux très présents dans un thème historique, comme Polynésia. La deuxième édition, elle apporte que des nouveaux graphismes qui sont très très beaux. C'est dans un style plutôt d'enluminure du Moyen-Âge. Et avec des variantes sur certaines cartes. Donc on viendra dans les détails de qu'est-ce que c'est que ces cartes, mais c'est pour ajouter un petit peu plus de rejouabilité. Et après, d'après ce que j'ai compris, la plupart de ces nouveautés viennent d'une fanbase qui est autour de la première édition de The King is Dead. Excellent. Qui est très investi dans le jeu et qui a poussé pour une version améliorée de ce jeu-là. Le roi est mort. Et comme d'habitude, quand le roi est mort, il y a des gens qui veulent devenir roi. C'est ce que j'allais dire, ouais. Il faut le remplacer du coup. Le roi est mort, vive le roi. Ça tombe bien, chacun des joueurs qui joue au jeu Le roi est mort veut devenir le roi. Et comme c'est un jeu qui est bien fait, il y en a bien un de ces joueurs-là qui deviendra le roi à la fin de la partie. Pour ça, il va essayer de falloir de contrôler 8 grandes régions de l'île de Bretagne. Grâce à 3 factions nationales, les Anglais, les Écossais et les Gallois. Jusque-là, on est dans une espèce de contexte un peu familier, historique. Et on va retrouver, effectivement, c'est un jeu de majorité, mais un jeu vraiment un petit peu à l'ancienne, les jeux à l'allemande avec des cubes en bois, sur une carte historique. Là, on commence à faire un petit clin d'œil au grand jeu El Grande. On est sur du simple et du fonctionnel. Ouais, c'est lisible. Tout à fait. Et l'avantage, que quand on fait une carte historique, c'est qu'elle peut déjà avoir une certaine richesse tactique. Quand on s'adapte sur une situation qui a existé, il y a certains des territoires qui vont avoir leurs avantages et d'autres qui vont avoir leurs désavantages. Donc c'est un jeu de majorité. Et sur ces 8 territoires, à la fin, les Anglais vont contrôler un certain nombre, les Écossais un autre, et puis les Gallois un autre. Et puis si c'est, par exemple, les Anglais qui contrôlent 4 territoires, les Écossais 2 et les Gallois 2, c'est les Anglais qui gagnent. Voilà. D'accord. C'est facile à comprendre. Ça, au moins, c'est direct. On va pas consommer du temps de cerveau disponible pour ça. Le deuxième intérêt du Roi est mort, c'est comme dans les jeux comme Pax Pamir, c'est que les joueurs sont pas associés à une de ces nationalités. Je vais pas jouer les Anglais, ou au début de la partie, on va pas distribuer ces rôles-là. C'est-à-dire que pendant la partie, on va influencer la position sur la carte, le rapport de force, l'équilibre des différentes factions, et en même temps, il faut qu'on gagne des bons points, il faut qu'on gagne de l'influence auprès des nations qu'on espère faire gagner, ou qu'on essaye faire gagner, pour pouvoir gagner à la fin. Ok, un peu comme les jeux de Paris, quelque part, quoi. Ouais. Un peu, si je peux dire vulgairement, comme les courses de chevaux où tu mises sur un cheval, quoi. Voilà, et, exactement. Tu essaies de le faire avancer. Ouais. Donc dans mon exemple, par exemple, si c'est les Anglais qui gagnent à la fin, des 3 ou 4 joueurs, c'est celui qui aura plus poussé dans le sens des Anglais, qui aura la plus grande influence chez les Anglais, qui remportera la victoire et qui deviendra le roi. Okay. Et pour le reste, en fait, c'est de la majorité pure. C'est-à-dire que, comme dans un jeu en allemand, sur une zone donnée, si t'as un jeton rouge, un cube rouge et rien d'autre, c'est le cube rouge qui gagne. Si t'as 3 cubes bleus, un jaune, un rouge, c'est les 3 cubes bleus qui gagnent. C'est de la majorité pure et simple. Ouais, ok. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour gagner en influence et influencer l'équilibre des différentes factions en présence ? On va jouer une carte à chaque tour. On a 8 cartes au début. Et ces cartes-là ont un petit effet. Souvent, ça va être déplacer ou rajouter des cubes sur la carte. Une fois qu'on a appliqué cet effet-là, on va retirer un cube, n'importe lequel, pas forcément un de ceux qu'on a déplacés. Et à la fin, mon influence vis-à-vis des Anglais, les jaunes, c'est le nombre de cubes jaunes que j'aurais récupéré pendant toute la partie. Et là, ça va être super intéressant. C'est vraiment le troisième intérêt. C'est qu'en fait, mon gain stratégique, c'est une perte tactique. Si j'augmente mon influence auprès des Anglais, c'est que je suis en train d'enlever des cubes anglais de la carte. Ouais. Donc je suis en train de les affaiblir. Ouais, je le sentais bien venir, là, le coup du dilemme. Yes. Et c'est un petit peu vraiment le point saillant en termes d'innovation ou de sel du Roi est mort. C'est sur cette tension qu'il va y avoir entre
rajouter des cubes pour améliorer la position des Écossais parce que je les sens bien. Et bah ouais, mais il faut quand même que je leur savonne un peu la planche, il faut quand même que je récupère quand même 2-3 cubes bleus écossais si je veux gagner à la fin. Et pareil, dans l'autre sens, si je sens que les Gallois sont un peu trop forts, j'ai bien envie, à la fin de mon tour, de retirer un cube rouge, parce que comme ça, tactiquement, ils sont moins forts et je suis peut-être en train de leur enlever certaines majorités qu'ils ont dans une région. Par contre, je renforce ma position vis-à-vis de ces losers. Alors, je gagne encore plus de points vis-à-vis des losers. Ouais. Et donc là, c'est vraiment, ça va être tout le sel du jeu, ça va être, je joue ma carte, j'améliore tactiquement ce qui se passe, et il faut que je pense à stratégiquement où est-ce que je me projette. Est-ce que, je laisse tomber totalement les Gallois et j'essaye de récupérer des cubes écossais et anglais, ou pas, ou est-ce que je garde un peu de tout en essayant d'être attentiste, essayer de lire ce que mes adversaires sont en train de faire. Et que, à force de me dire je veux gagner des points chez les Écossais et les Gallois, je suis en train de leur savonner la planche. Tout ça, ça s'organise tour par tour, donc chacun notre tour, on va faire une action. Et cette action, elle est très simple, c'est soit je joue une carte parmi les 8 que j'ai au début, soit je passe. Et ce qui est vraiment intéressant, encore un point positif dans Le Roi est mort, c'est que passer, c'est un vrai choix tactique. C'est-à-dire que je vais pas passer parce que c'est un non-choix, ça va être une vraie décision. Pourquoi ? C'est parce que je n'ai que 8 cartes pour faire toute la partie. Enfin, toute la partie ? Pour toute la partie, et oui. Ah ouais. Ce qui fait que je peux jouer mes 8 cartes tout de suite au début, mais si mes adversaires ont passé 2 ou 3 fois, ils vont continuer à jouer sans moi. Et je vais être démuni, et je vais subir ce qu'ils vont décider pour la fin de la partie. Ouais. Donc déjà, il y a une question de tempo. Ouais, faut que tu étales tes cartouches un peu pour pouvoir voir ce que font les autres, pour pouvoir réagir, etc. Quoi. En tout cas, c'est un choix. On peut essayer de bourrer très rapidement et essayer de casser le jeu et essayer de dire c'est bon, je fais le pari de m'arrêter plus tôt que vous parce que vous n'arriverez pas à m'attraper, ou pas. L'autre point intéressant, c'est que si jamais tous les joueurs passent à la suite les uns des autres, on va résoudre la majorité dans une région. Alors, au début, on distribue 8 cartes et on les ordonne avec des représentations des régions. Et donc on sait que la première des régions, c'est par exemple le Devon, parce qu'elle a le numéro 1, tranquille. Ah, okay. Et donc si on passe tous les 4, on va regarder ce qui se passe dans le Devon. C'est qui le majoritaire ? C'est les Gallois, très bien. Je vire tous les cubes qui sont là, et je mets un petit disque gallois qui dit, ça y est, ça pour le décompte final, cette région-là, parmi les 8, elle va tomber dans l'escarcelle galloise. Ok. Donc il y a aussi cet intérêt de pouvoir commencer à encaisser des majorités qui existent en faisant cette action de passer. Oui, pour peu que les autres passent aussi, quoi. Donc, pour peu que les autres passent aussi, tout à fait. Mais ça a quelque chose d'assez intéressant à la table, parce que quand quelqu'un commence le premier à dire « je passe », d'une certaine manière, soit il bluffe, bien sûr, soit il dit, vous voyez, la première de ces régions-là, elle me convient, et donc celui qu'on voit qui va gagner, parce qu'il n'y a pas de hasard, s'il y a plus de cubes rouges que les autres, c'est sûr que c'est les Gallois qui passent, ça me convient. Donc il y a une espèce de don d'information qui est peut-être un petit peu daubé ou pas. Ouais, est-ce que juste il a passé pour garder des cartouches pour plus tard et de toute façon il verra, ou est-ce que vraiment il compte miser là-dessus à la fin et tu vois ton niveau d'influence où il y a un paravent, ou tu vois... Non, il n'y a pas de paravent, on voit exactement qui a combien de cubes et quelles sont les factions pour lesquelles il est pour l'instant bien placé ou pas. Ouais. Oui, en revanche, tu connais pas sa capacité à influencer les... Enfin, tu connais pas les cartes qu'il a en main, donc sa capacité à bouger les trucs... Parce que j'imagine que tu dois pouvoir bouger des cubes et en ajouter, quoi, en gros. Tout à fait. L'essentiel de ces cartes, c'est bouger des cubes et en ajouter. Il y a quelques cartes d'autres qui permettent notamment de réarranger l'ordre des régions, l'ordre de résolution des régions. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. L'autre truc rigolo, c'est qu'une fois qu'on a résolu la majorité dans une région, la région sort du jeu. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus y déplacer des cubes. Ça devient un peu une région morte. Ouais, c'est-à-dire que tu peux même pas évacuer des cubes par là-bas, quoi. Non, tu peux pas t'en servir comme poubelle. Il faut se débrouiller autrement. Et ça a un intérêt tactique. C'est qu'il y a certaines cartes qui permettent de jouer sur les adjacences.
Si une région est morte parce que elle est finie, peut-être qu'elle coupe l'accès à d'autres régions. Elle scinde complètement la carte d'une certaine manière. Ouais, j'imagine que tu peux même te retrouver avec des régions enclavées et qui du coup ne peuvent plus procéder à des migrations entre guillemets, quoi. C'est ça. Ça réduit complètement la surface de jeu. Alors tu sais, moi j'aime bien les jeux où c'est du combat au couteau dans une cabine téléphonique. Ouais. Et là c'est encore mieux, c'est-à-dire que la cabine téléphonique, il y a une presse au-dessus qui diminue le volume au cours de la partie. Ouais. Le dernier point rigolo, c'est que comme c'est un jeu très simple de majorité, il va y avoir des moments où il n'y a pas de majorité. Il y a peut-être un cube de chaque couleur. Alors quand il y a un cube de chaque couleur, il n'y a pas un disque d'une couleur majoritaire qui s'installe là, il y a un disque noir d'instabilité qui vient se poser dessus. Ok, tranquille. Bon, il y a une région qui est instable, on s'en fiche un peu. Et en fait, si jamais à un moment de la partie, il y a 3 régions qui sont instables, donc 3 régions où les joueurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur qui est-ce qui est majoritaire là-dedans, il y a une des 2 fins de partie qui se met en jeu, c'est-à-dire que la France envahit l'île de Bretagne. Voilà, elle profite du bazar et on désigne un vainqueur parmi les joueurs. C'est celui qui arrivera à mobiliser les trois factions derrière lui pour résister à l'envahisseur français. L'odieux envahisseur français. Donc c'est très simplement c'est celui qui a le plus de triplés rouge, jaune, vert, rouge, jaune, bleu, d'accord, qui remporte la partie. Ah oui, d'accord. Donc c'est du coup c'est une condition complètement différente, quoi. Ouais. Exactement. Et du coup, tu peux aussi jouer là-dessus. C'est-à-dire que si tu te sens mal barré sur la résolution normale de la partie qui intervient une fois qu'on a résolu les majorités dans les 8 régions, tu peux aussi te dire, moi, mon jeu, ça va peut-être être plutôt de mettre le dawa suffisamment pour que la France intervienne et essayer de miser sur cette condition de victoire-là. Ouais, d'accord, ok, je vois. Moi, j'ai trouvé ça assez sympa que... Dans ce jeu centré sur l'Angleterre, si jamais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, nécessairement la France débarque. C'est pas écrit une puissance étrangère ou ça changerait en fonction de la partie. Non. C'est forcément Guillaume le Conquérant ou quelqu'un d'autre dans ce genre-là qui va débarquer et qui va mettre tout le monde d'accord pour. Bon, c'est un côté peut-être plus crédible aussi au niveau historique, quoi. Ouais, bien sûr. Que ce soit forcément une puissance bien ciblée et la France en plus, bon, à ces époques-là, on sait que c'était pas le grand amour, quoi. Ouais. Non, toujours pas. C'est marrant ce côté où effectivement tu renverses la majorité. C'est ce qu'on trouve souvent dans les jeux de collection, où il faut que tu collectionnes beaucoup, soit d'un type donné, soit tous les types différents, soit les trucs différents, soit les trucs d'un même genre. Ça en général j'aime pas trop, moi. Mais bon, après voilà. Pour finir la description du jeu, effectivement, sinon l'autre fin de jeu, c'est une fois que les 8 majorités ont été résolues, on regarde quelle est la faction qui est majoritaire, et celui qui a le plus d'influence remporte la partie. S'il y a égalité, on regarde la deuxième faction la plus importante, et on regarde qui a le plus d'influence vis-à-vis de cette faction-là, etc. Okay. Donc c'est ultra simple, on voit tout ce qui se passe, quasiment toute l'information est disponible. Ouais, ça doit avoir un petit côté calculatoire quand même, du coup. Il y a un élément calculatoire qui est indéniable, c'est évident. On en reparlera un petit peu parce que justement, ça faisait partie des remarques de la première édition et qui a été corrigé dans cette seconde édition, si j'ai bien compris les articles que j'ai pu compulser. Comme j'en ai déjà parlé avec Blitzkrieg, avec Coloretto, Twin est très amateur de ce jeu de ce type-là, où il n'y a pas assez de place pour tout le monde, ce jeu de combat de couteau dans une cabine téléphonique. Quoi qu'on fasse, il va y avoir une influence sur les autres, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, on n'a pas assez de temps pour mettre un plan et se permettre de prendre du temps. Il y a de la tension du début à la fin. Au lieu d'avoir quelque chose qui soit très martial comme dans Blitzkrieg ou quelque chose de très simple avec de la pioche et du stop ou encore comme dans Coloretto, là c'est du jeu de majorité sur des territoires. Donc on est dans l'affiliation de El Grande ou de Wallenstein qui sont très très connus là-dessus. Et d'un autre jeu que moi j'avais beaucoup apprécié, d'un jeu de 2010, un jeu qui s'appelle Ratus. Un jeu qui mettait en scène la propagation de la peste noire par des rats dans l'Europe médiévale,
où il y avait aussi des cartes qui permettaient de déplacer des cubes sur des zones, et puis des cartes qui permettaient de déplacer des rats porteurs de peste sur d'autres zones, et qui faisaient sauter tous les autres cubes des pauvres humains qui subissaient la peste noire. Ouais, c'est vrai qu'on est vraiment dans le canon de ces jeux-là, quoi. Dans la position les positions dans les jeux de majorité. Ce que tu racontais tout à l'heure sur le côté... tu sais, ce dilemme entre j'augmente mon influence sur des nations, on peut dire comme ça, j'augmente mon influence sur une des nations, ou je renforce cette nation sur le plateau. Mais du coup, voilà. Ça, en revanche, ça me fait penser à des jeux. Je sais qu'il y a des jeux qui font ça, mais. Alors, et t'as Animix aussi, qui est sorti récemment là, chez Blue Orange, qui est un jeu de Mathieu Bossu, où t'as ce côté où t'as des cartes sur une grille, et c'est des animaux, et en gros il faut que pour marquer les points d'une espèce d'animal, il faut que ce soit toi qui ait la majorité des cartes dans ta main. Mais en même temps, pour que ces animaux marquent beaucoup de points, il faut qu'ils soient quand même relativement bien présents sur le plateau, quoi, tu vois. Donc ce dilemme comme ça, ça on le trouve dans des jeux du coup qui sont pas des jeux de majorité pure, quoi. Ouais. Dans Monster Café aussi, t'as ce tiraillement-là de est-ce que je récupère des cartes pour faire des points, ou est-ce que je les laisse au milieu pour, sur l'aire de jeu pour que l'effet multiplicateur, ou qu'ils soient en majorité sur la carte, sur le tableau de jeu pour me rapporter plus de points. Ouais. Et tu vois, dans les deux cas, ça reste des jeux de majorité en fait. Mais je veux dire, je compare Le Roi est mort et ces jeux dont on parle. Et pour autant, c'est effectivement, je ne connais pas de jeu de majorité au sens avec la carte, etc. à la El Grande. Qui fasse ça, quoi. Donc c'est plutôt intéressant du coup d'utiliser cette mécanique qui est vraiment intelligente pour un coup, pour un jeu de majorité. Après on n'aime pas. Moi je trouve la mécanique intelligente, mais en fait quand j'y joue j'accroche pas à ces jeux-là. Je sais pas, je me dis que c'est un problème insoluble, tu vois. Donc ça ne convient pas à mon cerveau. J'y prends pas beaucoup de plaisir, mais n'empêche que je trouve que le principe est intéressant, parce qu'il y a effectivement ce dilemme en tout cas quand tu joues, tu ressens bien le côté attends, mais je vais mettre des points, mais ça se trouve je suis en train de mettre des points pour quelqu'un d'autre là, parce que ça se trouve j'aurai pas la majorité à la fin. Ouais, exactement. En tout cas, c'est l'avantage de ce genre de jeu, et en particulier du Roi est mort, c'est que comme le système de résolution, c'est cette carte-là et c'est des cubes colorés, on se pose pas trop de questions sur comment est-ce qu'on va faire la résolution. On passe pas son temps à recompter des cartes pour savoir s'il y a bien 8 singes et 3 cacatoès. Ouais. On voit bien que la prochaine région, c'est celle-là. On voit tout de suite qu'il y a plus de bleu que d'autres choses. Et que donc, on a le temps d'un cerveau, on a un peu plus de disponibilité du cerveau pour pouvoir dire, dans les 7 cartes qu'il me reste, laquelle est-ce que je vais choisir et quel est le cube que je vais récupérer, quoi. Donc on se libère pour justement plus se poser la question de tactiquement qu'est-ce que je fais, et stratégiquement où est-ce que je veux arriver à la fin de la partie. Ouais. En fait, du coup, c'est que quelque part, ça sert l'ergonomie, le fait qu'il y ait ce plateau, et en plus, comparativement aux jeux de coup que je citais sur cet aspect mécanique là de dilemme, je pose ou je garde, je prends ou je pique un cube, c'est le fait que là l'information soit lisible de tout le monde, le fait que effectivement c'est bien toi qui es en train d'avoir la majorité pour l'instant ou pas, ça enlève le côté où il faut tenter de mémoriser ce que les autres ont pris, ou tu vois, ce genre de truc, quoi. Et ça rend le jeu peut-être un peu plus je sais pas comment dire, mais effectivement, comme tu dis, quelque part, ça libère un peu aussi ton cerveau de devoir retenir ces aspects-là, ce qui n'est pas forcément plaisant pour beaucoup de joueurs en général. Hein. Devoir retenir des trucs. C'est pas, oui, surtout recompter. Moi, c'est rédhibitoire de devoir recompter le nombre de cartes d'une certaine espèce, et essayer en plus de rajouter dans ma tête. Alors en plus, je sais que tel adversaire en a 2 comme ça dans sa main parce que je les ai vus passer. Recompter, moi, c'est vraiment ce qui me sort de mes processus de réflexion ou du plaisir ludique que je peux avoir quand je joue.
En ce qui concerne le thème, donc bon, c'est très très joli, c'est très bien fichu. On n'est pas vraiment dans une exploration d'un thème très précis avec une date très précise. Des problèmes de succession en Angleterre, on sait qu'il y en a eu, ok. Ah, ça revient tous les 30 ans, quoi, à peu près, non? Ça revient régulièrement. À part cette petite pique de savoir effectivement qu'en cas de problème, si jamais on n'arrive pas à se décider, c'est nécessairement les Français qui débarquent. Bon, voilà, c'est intéressant. Mais du coup, il n'y a pas de date citée dans les règles? Non, il n'y en a pas. Non, c'est vraiment nébuleux, quoi. C'est volontairement flou, quoi. Ok. Ouais. Étant donné qu'il y a encore une part importante de gallois, on sait que c'est plutôt avant le Xe siècle, mais il n'y a rien de vraiment écrit, quoi. Ok. Je suis pas sûr que ça s'applique au 19e siècle, par exemple. Ça, c'est sûr que non. Mais Ouais. et voilà, il y a pas de chrome en plus, quoi. Il n'y a pas d'un cube spécial où c'est le leader des Écossais, c'est William Wallace. Non, il n'y a pas ça en plus. Il n'y a pas des cartes événements qui disent ce tour-ci il pleut, donc on peut pas déplacer des pions, ce genre de choses. Ouais. Donc il y a vraiment, tout a été enlevé, tout ce qui est un petit peu tout ce qui pourrait être du chrome, justement, qui a beaucoup dans Dune Imperium. Là, il y en a pas du tout. Ouais, effectivement, là on est aux antipodes à ce niveau-là. On sent que c'est quand même bien épuré. Ouais. C'est très bien servi, en tout cas pour en ce qui concerne les illustrations. Donc les illustrations sont dans un style d'enluminure de livre. Donc ça, c'est vraiment superbe. La carte est très colorée, on voit bien les distinctions entre les différentes régions. On se pose pas de question de est-ce que celle-là elle touche l'autre ou pas. Ça, c'est vraiment très très clair. Pareil, les cartes, elles ne portent pas de mention. Tout est symbolisé. On voit il y a des flèches avec des cubes qui indiquent ce qu'on rajoute ou ce qu'on déplace. Il y a pas de texte porté sur les cartes. Donc ça, c'est très bien, c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment la simplicité et l'efficacité qu'on peut espérer sur ces genres de jeux qu'on avait dans El Grande, dans Ratus. C'est pour ça que j'en parlais, c'est que on a une efficacité, une économie qui est vraiment très appréciable. On n'est pas dans la figurine en plastique, à qui mieux ou ce genre de choses. Ouais, c'est vraiment. Du coup, je regardais les images pendant que t'en parlais et c'est vraiment joli, quoi. Et surtout, j'ai vu les images de la première édition. On comprend qu'il y a eu du boulot entre les deux, quoi. C'est plus austère. Et ça sera d'ailleurs mon plus gros problème que je vais évoquer avec Le Roi est mort, c'est que dans cette boîte, on a une carte en carton, on a des cubes en bois, une cinquantaine, on a des disques en bois, une trentaine, et on a des cartes, une cinquantaine, et vlatipa que on me produit tout ça en Chine. Ouais. Et là, c'est vraiment un choc, parce que c'est vraiment et typiquement quelque chose qui devrait être produit en Europe pour le marché européen et au Canada ou aux États-Unis pour le marché nord-américain. Pourquoi est-ce qu'ils vont aller me produire tout ça en Chine ? Alors j'ai vérifié, la version française, pareil, est produite en Chine et puis elle fait 3 fois le tour de la planète avant d'arriver sous le sapin de Noël. J'ai été vraiment malheureusement surpris quand j'ai récupéré ma boîte parce que en voyant le matériel, j'étais persuadé que ça avait été fabriqué en Europe, quoi. Ouais. Bah c'est pareil pour Dune Imperium. Moi, j'en ai pas parlé, mais le matos c'est aussi que des pions en bois, des cartes. Mais en fait la problématique qu'il y a derrière, je pense, c'est que ce sont des éditeurs américains à la base, production en Chine, parce que vision tout de suite mondiale en fait. C'est que les distributeurs à l'étranger sont cherchés tout de suite, et du coup production en Chine, quoi. Donc voilà. De toute façon, ils vont être punis tout seuls, puisque là, explosion des coûts de transport, et en plus, il n'y a plus assez de navires pour transporter tout ça. Bon. Mais en fait, voilà, ça c'est vraiment le problème. Et puis l'autre problème, c'est que la boîte est probablement 3 fois trop grosse. C'est que elle est vraiment profonde, et donc il y a un insert en carton dedans pour occuper le volume.
Alors que si on enlevait cet insert-là en carton, on pourrait diminuer d'un facteur 3, je pense, la profondeur de la boîte. Du coup, avoir un format qui est plus dans un format d'un livre. Donc on aurait renforcé le côté enluminure, livre, par rapport à cette boîte-là. Donc on a une grosse boîte avec beaucoup d'air qui vient de Shenzhen, que j'ai acheté et qui est arrivé chez moi. Super. Enfin, faudra sincèrement se poser la question de l'intérêt de déplacer de l'air dans les chaînes logistiques. Ouais. Bah ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de la taille des boîtes, dans cette émission, en tout cas, Jeu du mois, mais bon, c'est quand même souvent le cas. Hein. En fait, il faut plutôt s'attendre à ce qu'on en parle quand c'est bien et que c'est rempli correctement, en fait. Ouais, mais tu fais bien de le souligner pour une fois. Mais je pense qu'effectivement, on aurait plus le réflexe de se dire, ouah, non, pour une fois, la boîte, elle est, elle est optimisée, quoi, tu vois, pour une fois. En fait, je sais pas, maintenant. En fait, je râle souvent en ouvrant les boîtes. Je fais putain, mais en fait, c'est tout. Je garde ça pour moi maintenant parce que en fait, c'est tout le temps comme ça. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça, et ça sera vraiment mon point noir par rapport au Roi est mort. Parce que sinon, pour le reste, ce qui m'avait déjà plu dans Blitzkrieg l'année dernière, c'est-à-dire une expérience ludique riche, vraiment tendue, avec cette tension entre la partie tactique et stratégique, dans un format qui fait, selon mon expérience, c'est plutôt 20-30 minutes les parties. Hein. C'est pas trop 45 minutes, c'est plutôt 20-30. Ouais. Finalement, c'est le même temps que 6 minutes pour un empire. Que 8 minutes pour un empire, pardon, c'était 8. Ouais. Mais bon, c'est quand même pas 8. Tu vois, c'est tellement faux que je me rappelle même plus du temps indiqué. Ouais, parce que voilà, il y a une belle grosse sensation autour du bluff, autour du guessing, autour de ce que je fais. Il y a une belle sensation aussi, parce que quand on passe, c'est une agression. Hein. Quand on passe, c'est pas qu'on s'ennuie et qu'on sait pas quoi faire, c'est que... ça y est, on passe à l'attaque et on met la pression sur ses adversaires. Ouais, tu le sens vraiment finalement comme une action, quoi, et pas comme quelque chose de passif, quoi. Comme une action, et vraiment une action agressive, quoi. C'est, ouais, je passe, ouais. T'es sûr ? Ouais, t'inquiète pas. C'est ce genre d'expérience qu'on vit à la table. De manière un petit peu... là aussi, ça arrive pas très très souvent, c'est un peu contextuel, mais... Parfois, on arrive à rendre des cartes injouables chez les autres adversaires en fonction de comment est-ce qu'on on résout les majorités et quelles zones ne sont plus accessibles. Et alors ça, c'est extrêmement fort, hein, puisque quand t'as que 8 cartes, déjà, c'est pas cool, mais si t'en as plus que 7 de jouables, c'est enfer. Ah ok, oui, t'as pas de compensation, quoi, c'est pas... ah non. Oui. Non, la compensation, c'est que tu peux passer plus tôt. Super. Du coup, t'aurais pu le faire sans ça, mais ouais, ok. Et effectivement, donc, hein, c'est comme tu l'as tout de suite compris, c'est plutôt pour des gens qui sont calculateurs, mais pas tant calculateurs dans une dimension de j'optimise tous mes coups et je suis sûr que ça passe. Il y a une dimension du calcul qui est quelle prise de risque je suis en train de prendre. Notamment quand j'enlève des cubes. Si dans une région il y a 3 cubes bleus et juste un cube de chaque autre couleur, je me dis waouh, c'est bon, je peux en enlever un, je risque rien. Mais non, ça y est, t'es presque déjà en train de plonger cette région-là dans le chaos et de faire des signes de la main aux Français pour qu'ils viennent débarquer. Okay. Donc c'est plutôt dans la dimension prise de risque que c'est vraiment très très intéressant comme type de calcul. Donc d'ailleurs par rapport à ça, donc dans les cartes qu'on a, les premières parties, ou en tout cas la première partie, tout le monde a le même set de cartes, c'est les 8 mêmes cartes qu'on a. Et ensuite, pour les parties ensuite, il y a 3 cartes, c'est tout le temps les mêmes, elles sont identifiées, qui sont retirées et qui sont remplacées par 3 cartes aléatoires dans un pool de 12 qui ont des effets qui sont pas les mêmes. Donc, d'accord, ok. On sait que la main de l'adversaire est constituée de 5 cartes qu'on connaît, qui sont les actions de base. Et dedans, parmi les 12, il y en a 3. Et elles sont pas toutes symétriques. Il y a certaines cartes anti-écossaises. Il y a une carte anti-écossaise, elle est vraiment spécifique à l'Écosse. Et la carte correspondante anti-anglaise, elle n'a pas exactement le même effet.
Donc même si on D'accord. a plus ou moins les mêmes cartes dans ces cartes entre guillemets avancées, mais en fait ça sera pas tout à fait le même, les mêmes effets. Ok. Et ça, bon, c'est très rapidement, ça devient indispensable hein, pour que le jeu ne soit pas vraiment un jeu de calcul purement pur et dur sur je sais exactement quelles sont les cartes qui restent dans la main de mon adversaire. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, parce que du coup, si tu connais les cartes que tout le monde a, tu peux dire, ok, lui il a pas encore joué celle-là, machin, donc du coup, ses Ouais. capacités, c'est quand même de faire ça. Ouais, ok. Mais Donc là, j'ai, enfin, c'est plus le ouais, cas. j'ai peur quand même que même en remplaçant que 3 cartes parmi 8, non, tu trouves que ça évacue vraiment cet aspect-là? Ouais, c'est pas mal. Il y a notamment une carte qui te permet à la fin de faire +1 sur une de tes factions. Donc Ouais. même si on croit que t'as que 2 cubes dans la faction rouge, en fait, grâce à cette carte-là, t'en as 3. Surprise. Ouais, d'accord. Et que du coup, ça change complètement la perception et on peut pas Effectivement, ouais, savoir bah, si t'as une carte injouable ou si c'est vraiment cette carte-là que t'as gardée pour la fin. Bon, il y a deux petits points d'ajustement. Là, quand on joue à 2 joueurs, on enlève quelques cubes, certainement pour qu'il y en ait, ouais, pour que ça il y en marche ait mieux, moins quoi. de disponibles et qu'il y ait un phénomène d'attrition qui puisse se mettre en place en fonction de comment on joue. Et il y a une variante quand on joue à 4 joueurs que j'ai pas pu tester. Normalement c'était hier soir, mais le barbecue c'est fini trop tard. Ah Je n'ai pas merde. pu tester cette variante. J'espère que les saucisses étaient bonnes, moi. C'était super, ouais. Et dans cette variante, en fait, on joue en équipe, 2 par 2, mais on n'a pas le droit de communiquer. Ah ouais, d'accord, Ouais. ok. Hmm. Et à la fin, on met en commun les cubes influence qu'on a pour vérifier quelle est l'équipe qui gagne, quoi. En diagonale Donc, et tout, comme à la belote. Voilà, exactement. Ok, ouais, je vois le genre. Et alors après, voilà, j'ai pas pu tester, donc je peux pas savoir à quel point cette contrainte sur la non-communication, comment est-ce qu'on la met vraiment en place. Est-ce que on dit vraiment rien, ou est-ce qu'on a le droit de dire n'importe quoi en partant du principe que ça peut être du bluff, hein, Ouais. Oui, parce que de toute façon, les autres entendent, donc ouais. Ouais, voilà. Voilà, il y a cette capacité, et avec pas trop... bon, il y a quand même un peu plus de temps quand on joue à 3 plutôt que quand on joue à 2, ça prend effectivement un peu plus de temps. Hein, mais on est dans la gamme peut-être 10 minutes par joueur, quoi, hein, pas 30. Alors, les jeux de majorité en général, c'est pas trop mon kiff, donc je sais pas si ça me donne pas spécialement envie des masses d'y jouer parce que ouais, effectivement les jeux de majorité c'est pas trop mon style, et comme je disais tout à l'heure, c'est cette mécanique de duel là, cette mécanique de dilemme entre je pose ou je prends un pion, du coup j'ai pas trop accroché dans les jeux type Animix, tu vois, donc je suis pas sûr d'apprécier des masses. Après c'est vrai que le mélange, je me dis quand même que pour le coup, le fait que ce soit ouvert, alors est-ce que j'ai pas trouvé ça trop calculatoire quand même? C'est possible. L'envie de quand même, tu vois, de réfléchir à oui, mais alors il a encore une carte pour bouger les bleus, machin, donc est-ce que je temporise, ouais, j'ai peur que ces aspects-là me parasitent un peu quand même, quoi. Ouais, Bon. c'est possible. Et, ouais. Mais bon, on sent bien effectivement le jeu très très épuré, on voit limite abstrait, quoi, tu vois. Ouais. Donc on voit bien quel genre de jeu c'est en tout cas, et c'est déjà un bon point de savoir si ça peut du coup plaire ou pas, quoi. Ok, alors du coup ouais, t'en as pensé quoi globalement, alors si tu synthétises un peu tout ça? Bah pour moi, c'est un jeu très tendu, où voilà, on n'a pas beaucoup d'occasions de faire quelque chose dans la partie, et donc chaque action compte, et ça c'est quelque chose que moi j'apprécie quand je rentre dans un jeu. Le style, voilà, est vraiment bien soutenu par le matériel. Une carte très très claire avec des cubes colorés. On se concentre sur l'essentiel. Ouais. C'est un jeu qui est du coup très économe dans ses effets, mais il y a une grande variabilité parce que la distribution au début des cubes est aléatoire, parce que les cartes qu'on va avoir, c'est pas toutes exactement les mêmes, etc. On est dans un jeu pour lequel le thème, bon, voilà, c'est vraiment le minimum. Ça va pas vous encombrer l'esprit. C'est juste, ça va vous potentiellement aider à mieux vous rappeler des règles. Et ça, c'est déjà super sympa. Et puis c'est un jeu, voilà, que j'ai l'impression, c'est une nouvelle tendance qu'on voit dans le hobby. C'est un jeu de 20 minutes, très tactique, mais qui a une espèce de réflexion stratégique derrière. Comme dans Blitzkrieg, comme dans Keyforge, je trouve aussi, voilà, dans Keyforge, on a aussi cette
on tire sur ces deux éléments, alors que c'est pas évident de pouvoir générer cet intérêt stratégique dans 20 minutes de jeu effectif. Ouais, bah en fait, effectivement, je trouve qu'il y a un mouvement, tu vois, sur la réduction du temps de jeu. On Ouais. voit bien que c'est, pour le coup, je pense que c'est quand même surtout un critère marketing, de dire, voilà, on va réduire le temps de jeu parce que les gens, ils veulent pouvoir jouer entre midi et deux, ils veulent pouvoir faire une petite partie le soir, rapidement, tu vois, sans que ça prenne 1 heure, 2 heures. Typiquement, d'une Imperium, on est complètement à l'opposé, hein. C'est que tu lances ça, t'as intérêt à avoir un peu de temps devant toi, quoi. Et on voit beaucoup de jeux qui réduisent le temps de jeu. Et effectivement, les deux exemples que tu as cités, Blitzkrieg, Keyforge qui lui réduit carrément le temps, tu sais, c'est avant jeu, quoi. Parce que, Ouais, oui. la création des decks et tout. Et on voit aussi dans le même style du coup que Le Roi est mort, ouais, des jeux un peu type Wargame qui réduisent aussi ce temps de jeu. On a eu, j'ai vu 13 minutes là, on a eu Oui. des Il y a espèces eu de jeux de poche Watergate. comme ça, hein. Ouais, ou Watergate aussi, qui réduit un peu moins pour le coup, parce que c'est quand même, je crois que c'est quand même 1 heure, hein, Watergate, mais bon, par rapport à un Twilight Struggle, ou je sais pas, c'est incomparable quand même. Mais c'est vrai que récemment, quand tu voulais jouer 20 minutes, c'était surtout des jeux d'ambiance, c'était salade de cafard, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, maintenant, t'as du choix. Après, moi, je retrouve souvent un petit manque de saveur à ces jeux, tu vois. Je trouve qu'en 20 minutes, bah, tu développes C'est pas sûr. une histoire, tu développes pas un truc suffisamment conséquent à mon goût, en tout cas. Et puis, ben, pour finir, voilà, c'est un jeu qui est très très bien réalisé, hein, qui a bien bénéficié de sa seconde édition pour avoir un visuel vachement plus attrayant, avec cette faute de goût sur le lieu de production. Donc, j'espère que maintenant, ils le regrettent amèrement et qu'au moins dans leur processus décisionnel, ils vont se poser une question en plus. Hein. C'est peut-être que Ça dépend, hein. S'ils se disent qu'ils peuvent vendre le jeu 5 ou 10 euros plus cher, peut-être que voilà, hein. Ouais. Et puis, ben c'est un jeu qui a survécu à la baisse de la hype de sa première édition. Hein. C'est vrai, ouais. C'est déjà beau. Et moi, je pense que cette seconde édition, voilà, elle est destinée à rester dans le paysage ludique pour un style de jeu, voilà, qui est de plus en plus fréquent. Le jeu tactique de 20 à 30 minutes avec une fanbase qui est probablement appelée à s'élargir, avec un produit qui est un petit peu plus attrayant. Petit retour final sur la fiche signalétique. Il s'agit du jeu Le Roi est mort, The King is Dead Second Edition. Un jeu de Pierre Sylvester, illustré par Benoît Billon, édité par Osprey Games et édité en français sous licence par Ori Games. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 à partir de 14 ans. C'est un jeu annoncé pour 30 à 45 minutes, moi je le vois plus sur 20-30. C'est un jeu fabriqué en Chine qui sera en vente à partir de la mi-octobre aux alentours de 25 € chez notre partenaire, la Caverne du Gobelin. D'ailleurs, sur les 14 ans, là, tu penses que c'est vraiment 14 ans? T'es avant quand même, parce que du coup, Bah, je pense oui, pour pouvoir avoir un petit peu de projection, alors peut-être un petit peu plus jeune, mais je pense qu'effectivement, si tu veux, à 10 ou 11 ans, on peut jouer les cartes et déplacer des cubes, ça c'est évident, mais avoir un peu plus de projection sur comment anticiper les coups des autres et le positionnement des autres vis-à-vis des factions, on est plus sur un jeu ado que sur un jeu sorti de l'enfance. Ouais, ok. Moi, je l'ai pas dit non plus pour Dino Imperium, mais bon, il donne 13 ans de plus sur la version française. Je crois que sur BG, il donne 14, c'est un peu bizarre. Bon. Des fois, il y a des différences comme ça, mais bon, ouais, ça reste. C'est l'ordre de grandeur, quoi. Ouais, c'est peut-être 12 ans, quoi, mais bon, c'est l'ordre de grandeur, il est là, quoi, effectivement. C'est pas, il n'y a pas de mensonge. C'est bon, il y a aussi, on sait qu'il y a aussi des fois ce côté où on affiche 14 ans parce que c'est des jeux qui sont, ils passent par les États-Unis, donc du coup, pour pas avoir les tests, les machins, les trucs, on affiche 14 ans, quoi. Mais bon, là, du coup, pour le coup, les deux jeux, là, sont quand même plutôt dans ces ordres de grandeur, là, quoi. Ce sera le point final, du coup. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à venir sur le site pour nous le dire et n'oubliez pas également que nous avons un Tipeee et un Paypal. Si vous n'avez pas aimé, venez également nous dire pourquoi dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour un dossier consacré à la collection dans le jeu de société. Ouais. Là, on va avoir les plus grands collectionneurs de l'équipe là, qui vont nous vanter les mérites d'avoir une collection fournie. Les débats ont été animés sur le Slack interne.
pour savoir qui avait la plus grosse. C'est un peu ça. Le mois prochain, vous retrouverez un nouveau duo dans l'émission Jeu du mois. À très bientôt, et d'ici là, Jouez bien.